Hem, on va passer une petite heure, 1h30 si j'ai bien compris ensemble, pour, traiter, un peu de le sujet d'actualité. Ça a toujours été un sujet d'actualité, malgré tout pendant les surtout les 10 dernières années et je pense que ça l'est encore plus, dans le contexte actuel, des choses, qu'on connaît tous. Donc on n'a pas besoin vraiment de résumer un peu, la situation. Donc, Youssouf m'a parlé en fait, m'a approché pour, m'a parlé un peu, de ce que je vois, actuellement dans le marché du travail, dans la recherche du travail, la gestion de carrière dans une période pareille, je dirais. Hem, j'ai 2 façons de voir ça, au début, lorsque je voulais préparer une petite présentation. D'ailleurs, vous allez la voir, elle est vraiment assez courte par rapport à une présentation régulière, mais je voulais vraiment me focaliser ou bien me concentrer sur les parties les plus importantes pour que, on ne dévie pas, de la discussion et surtout, je voulais partager avec vous ma façon de voir les choses. Ce que vous allez voir ici, n'est pas certainement, quelque chose qui pourrait être applicable à toutes les situations, hem, ou bien ça pourrait être quelque chose en fait qui n'est pas forcément la meilleure approche pour tout le monde. On peut avoir certainement des avis différents. Ce n'est pas de la science, mais c'est plus en fait, un contexte qu'on est en train de vivre, une réponse à ce contexte et comment, répondre en fait à ce genre de situation sur le très long terme. Hem, si je me permets, Youssef, est-ce que les gens peuvent par exemple écrire, dans le chat, heu, une petite phrase sur leurs attentes aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'ils attendent par rapport à ceci? Est-ce que Très bien. il y a quelque juste pour en fait, pour tâter un peu le terrain et savoir C'est quelles sont un peu les attentes. Oui, c'est très bonne question. Donc, les gens, vous avez en bas lorsque vous allez en bas de votre fenêtre Zoom, vous allez trouver un bouton chat. Donc, vous pouvez écrire c'est quoi vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, vous pouvez écrire en bas c'est quoi Il y a vos pas de attentes. bonne, mauvaise réponse, vraiment écrivez Exact. ce qui vous passe par la tête maintenant. Les gens qui sont, en tout cas, continuez à écrire, moi, parce que je reçois comme c'est en privé. Oui, Euh, oui, ouais, je peux pas le lire en fait, donc je OK. dois Donc, savoir. il y en a qui disent, bon, salut tout le monde. Donc, approche de recherche, comment se préparer pour une entrevue en ligne. Donc, parce que c'est la nouvelle réalité. Oui, Donc, vous continuez, continuez à envoyer vos attentes et vos questions donc oui. dans le chat. Puis, Dali, De toute façon, oui, voilà, exactement, je te fais part au cours de la présentation. exactement. Donc on a 2 façons d'approcher ceci. Ou bien je vais vous raconter des choses qui peuvent vous plaire aujourd'hui et vous allez, avoir ce sentiment de réconfort à la fin de journée parce que voilà, vous avez entendu quelque chose de positif ou bien quelque chose qui va un peu dans la ligne de votre réflexion ou bien de ce que vous attendez de ceci, ou bien je peux vous dire réellement en fait, les choses comme je les vois, les choses comme je les applique à un niveau personnel, à un niveau individuel, à ma façon de voir les choses par rapport à ma carrière. Donc j'ai divisé la présentation en 3 parties, on va dire principalement. La gestion de carrière pendant une récession, les tactiques de recherche d'emploi dans un contexte de crise et les leçons à retenir. Euh, je dirais, j'ai fait exprès d'avoir plus ou moins 2 blocs parce que la carrière en elle-même ne peut pas être égale, on va dire, à juste à une recherche d'emploi. Donc, c'est un élément
parmi tant d'autres pour le développement, pour la gestion de votre carrière. C'est pour ça en fait que j'ai essayé en fait d'avoir une sorte de différence ou bien de différencier entre les deux. Donc pour commencer, en fait, on va parler de la gestion de carrière pendant une récession. Euh, et je voulais commencer en fait avec une idée parce que c'est ce qu'on voit sur le marché du travail. Euh, Mon travail, c'est de recruter des gens pour mon employeur. Je fais du recrutement depuis 7 ans. Je travaille depuis 10 ans. Et je rencontre beaucoup de monde. Je rencontre beaucoup de monde. C'est clair que maintenant, on rencontre moins de monde qu'auparavant, vu en fait le volume de recrutement lui-même n'est pas aussi élevé. Mais quand même, ça reste quand même une activité que je fais toutes les semaines. Et quand on fait du recrutement, ben, en gros, on écoute ce que les gens font, ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs préférences, c'est quoi leurs problèmes. Et aujourd'hui, depuis qu'on a commencé le confinement officiellement depuis le mois de mars, ben, on connaît un peu la réalité des choses. Il y a beaucoup de layoffs, il y a beaucoup de réductions d'heures, il y a beaucoup de changements de direction chez pas mal d'entreprises. Donc, c'est clair que c'est vraiment un marché qui est très instable. Mais de l'autre côté, lorsqu'on travaille dans le recrutement, ben, on est en train voilà, d'écouter les histoires des gens qui sont dans le marché. Et ça, c'est quand même parfois un peu difficile à entendre. Un peu difficile à entendre parce que on voit où est-ce que les gens font des erreurs généralement. C'est des erreurs qui se répètent aussi parce que la ligne directrice de toute la carrière, elle n'a pas été définie. Donc, je voulais commencer quand même avec l'idée que bah, la carrière en elle-même, et je ne sais pas d'où est venue l'idée en fait que ça pourrait être facile, n'a jamais été facile. Non. Ça n'a jamais été facile. Ça a été toujours un concept en fait que les gens essayaient de déchiffrer au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur carrière, que ce soit dans les premières années de leur carrière ou bien après 20 ans, après 30 ans ou n'importe. Et surtout que la réflexion autour de la carrière n'a jamais changé par rapport au contexte dans lequel on vit. Qu'est-ce que ça veut dire que ça n'a jamais changé? On a toujours cette impression en fait qu'on traite de la carrière des gens ou bien de la recherche d'emploi dans un contexte qui est indépendant. C'est comme si en fait on peut chercher un emploi juste toujours avec les mêmes techniques, les mêmes tactiques, sans pour autant prendre en considération ce qui se passe actuellement dans le marché. Aujourd'hui, ça s'appelle, on va dire une crise. On a une crise sanitaire, on parle d'un virus. Le lendemain, ça pourrait être autre chose. Dans 2, 3 ans, ça pourrait être une autre crise. Donc, l'idée réellement, c'est de savoir est-ce qu'on va être traîné, entre guillemets, est-ce qu'on va être traîné dans la boue à chaque fois qu'il y a une crise ou est-ce qu'on veut prendre un peu les choses en main dès le début. Et c'est là, en fait, que on va parler pour moi, honnêtement, j'aimerais parler, en fait, de 4 axes principalement. Donc, l'axe de la souplesse dans la réflexion, l'axe comment on reconnaît, en fait, que il faut faire des choses pour éliminer une certaine anxiété. Qu'est-ce que nous contrôlons réellement à notre échelle individuelle, à notre échelle professionnelle? Euh, Comment on pourrait se préparer sans pour autant se projeter sur un axe qui n'est pas encore très clair, ou bien sur des situations qui paraissent un peu trop difficiles à gérer. Moi, je dis toujours, en fait, en tant que recruteur, je rencontre vraiment 2 types de personnes. On ne va pas parler des personnes qualifiées ou non qualifiées, ça c'est autre chose, c'est un autre classement. On va dire, aux gestionnaires et aux entreprises d'évaluer ceci, de savoir si une personne peut être la bonne personne ou le bon professionnel pour tel ou tel poste. Mais pour moi, je vais m'intéresser au volet carrière. On a 2 personnes, en gros. On a la personne, on va dire, standard, la personne régulière, la personne qui a une approche régulière plutôt dans le marché. Ça serait une personne qui, voilà, on a fait des études X, on a étudié pendant 3 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans, on ne sait pas. On a terminé, on va aller chercher un emploi. Le jour où on se sent plus bien dans cet emploi-là, on va chercher un autre emploi. Le jour où on va nous virer de cet emploi, on va chercher un autre. Et le jour où il y a une crise, on se retrouve à la porte. Et c'est un peu en fait le profil de personnes qui laissent un peu le contexte et l'environnement extérieur réellement guider un peu les pas de leur carrière. C'est-à-dire au lieu d'être un peu le chauffeur de la voiture, ben, on laisse quelqu'un d'autre qui n'a pas un permis en gros qui va conduire un peu dans un chemin qui n'est pas forcément un chemin, on va être régulier, où il n'y a pas de pente, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Donc,
une des choses que j'essaie de faire toujours, en fait, quand je rencontre du monde au sein de l'emploi, quand je rencontre mes clients, c'est de leur poser toujours la question, depuis quand, en fait, ou est-ce que vous avez fait une première fois, une fois dans votre vie, en fait, une réflexion autour de votre carrière carrément. Est-ce que vous avez fait une réflexion autour de tout le bloc de carrière? Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? La définition, on va dire, traditionnelle de la carrière, elle a un peu guidé les gens vers une réflexion qui est ma carrière, c'est une série d'emplois successifs ou bien un seul emploi depuis qu'on a commencé jusqu'à la fin. Quand on dit un seul emploi, c'est plus un seul employeur. Donc, on travaille avec une entreprise pendant toute notre vie ou bien on va travailler avec plusieurs tout au long de notre parcours. Et ça n'a jamais en fait pris en considération tous les autres éléments en fait qu'on est en train de vivre au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? La santé physique, la santé mentale, l'état des lieux, euh, la société autour de nous, l'état des marchés économiques, là où on est, que ce soit à une échelle locale, à une échelle nationale ou à une échelle internationale. Et avec quoi on se retrouve? En fait, on se retrouve toujours à chaque fois où on voudrait bien avoir un emploi, on trouve un contexte qui est plus ou moins défavorable par rapport à cet emploi. Et qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on va un peu essayer de blâmer les éléments externes qu'il y a autour de nous. On perd un emploi, c'est normal. Quand on perd un emploi dans le contexte actuel, ben, on va dire, ben, voilà, c'est un peu le contexte, c'est un peu la crise. Il y a un virus qui a éliminé pas mal d'emplois ou bien qui a poussé des entreprises à éliminer pas mal d'emplois. Je comprends la réflexion. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait auparavant dans votre plan de gestion de risque pour que le moment où vous arrivez en fait, ou bien vous faites face à une situation pareille, vous avez déjà un plan A, B, C, D éventuellement. C'est-à-dire vous avez des plans de sortie au lieu de subir la situation en elle-même. On va commencer avec le premier point. Donc, le premier point dans la gestion de carrière pendant une récession, moi je vais partir du fait que, par exemple, vous êtes arrivé aujourd'hui dans une situation où vous n'avez pas fait le travail essentiel, vous n'avez pas fait la réflexion nécessaire pour que vous sortez avec le moindre des dégâts dans une crise pareille, dans une récession. Quand on parle de récession, on est dans une récession et on va rentrer quand même dans une récession qui pourrait durer un peu. Je ne veux pas faire l'économiste aujourd'hui, mais on peut quand même confortablement dire que la prochaine année ou bien les 2 prochaines années seront quand même inconfortables. C'est des années inconfortables vu que même si le virus disparaît, bah, la reprise prend toujours un peu de temps. On ne sait pas quand. Donc la souplesse dans la réflexion, en fait, elle implique le fait que c'est quoi notre plan sur le long terme. Généralement, aussi dans la planification, on va vous dire, bah, essayez de réfléchir à ce que vous devez, à ce que vous pouvez ou vous voulez réussir dans votre vie. C'est quoi les étapes, ou bien c'est quoi les objectifs que vous avez. Dans le contexte de notre monde aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas en fait fixer des objectifs très spécifiques sans pour autant avoir une certaine flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours en fait une ligne très fine entre le développement d'un plan sur le long terme, d'un plan professionnel sur le long terme, d'un plan personnel sur le long terme, et comment on pourrait considérer les obstacles, que ce soit les petits obstacles ou les grands obstacles qui peuvent subvenir pendant ce processus-là. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens éventuellement dans la salle, je dirais, dans la salle virtuelle aujourd'hui qui ont peut-être, par exemple, une certaine approche de la carrière ou, par exemple, ils réfléchissent en cycle. Je réfléchis en 3 ans, en 5 ans, j'ai plus ou moins une idée sur ce que je vais faire, par exemple, en 2020, en 2021. Imaginons que vous avez fait un plan pour 2020 vers mars, avril, il y a un problème international mondial qui apparaît, qui a fait que ces plans-là ont changé. Il y a une différence actuellement. Il y a une différence entre une personne quand même, qui a plus ou moins un plan, ou bien un plan assez défini, et une personne qui n'a pas de plan. Simple. Vous n'avez pas un plan, vous arrivez dans un contexte actuel. Malheureusement pour vous, vous allez devoir réfléchir dès le début à chaque fois que vous rencontrez un problème pareil. Quand vous avez un plan, mais qui contient une certaine flexibilité sur le court, moyen et long terme, vous avez en fait, euh, comme je dirais, peut-être des points de chute. C'est-à-dire, vous avez en fait des indicateurs qui vous permettent en fait que, au lieu d'aller du point A au point B d'une façon linéaire parce qu'il n'y a aucun problème, ça vous permet en fait de réfléchir au-delà de ça parce qu'il y a quand même une crise. Il y a une crise, mais je sais plus ou moins quel genre d'objectif j'aimerais bien atteindre. Encore une fois, c'est plus pour, pas pour en fait
répondre à tous les obstacles tels qu'ils sont ou bien avoir des solutions à tout ce qui se passe autour de nous parce que vous n'allez jamais avoir ça, mais c'est plus pour développer une certaine compétence d'adaptabilité. Aujourd'hui, nous, quand on recrute, par exemple, une chose qui revient assez souvent dans le monde des affaires, c'est que au-delà des compétences techniques pour tel ou tel emploi, s'il y a des personnes qu'on aime assez souvent on va dire dans le processus de recrutement, c'est les personnes qui démontrent réellement, d'une façon pratique, par rapport à leur parcours, par rapport à leur développement professionnel, une certaine adaptabilité dans le marché là où ils sont, que ce soit le marché de certaines compétences techniques. Donc, je veux apprendre certaines choses dans un contexte actuel. On voit comment en fait il se développe d'une étape à une autre, tout en, on va dire, éliminant un peu l'impact du monde extérieur qu'ils ont. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais touché de ce qui se passe autour de nous. Ça, on le sait, ça, on le voit pour tout le monde, même pour les personnes qui sont extrêmement successful dans ce qu'ils font. Ils ont tous les moyens. Même une crise pareille, en fait, ça les touche. Par contre, il pourrait y avoir en fait, des pistes de réflexion qui sont déjà prêtes, qui ne vous permettent pas en fait, de se réveiller le matin. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une crise aujourd'hui. Est-ce que j'ai perdu mon emploi? Est-ce que j'ai tout perdu avec ou pas? Est-ce que je dois chercher un emploi dès le lendemain ou pas? Donc, avoir un plan long terme, c'est très important, mais dans le monde dans lequel on vit actuellement, il y a tellement de changements qui se passent sur le très court terme, c'est-à-dire d'une façon vraiment annuelle, on ne peut pas, c'est-à-dire ne pas avoir ou bien ne pas développer une certaine flexibilité autour de ce plan-là. C'est-à-dire que, et c'est là en fait que plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine de la gestion de risque comprennent ce que c'est. Quand vous travaillez dans le domaine de la gestion de risque, oui, comme tout le monde, vous avez des objectifs, mais vous prenez en considération plusieurs facteurs avant de commencer. C'est-à-dire, ça élimine en fait les très mauvaises surprises. Ça va vraiment éliminer les mauvaises surprises. Ça veut dire que vous êtes un peu plus près. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait, par exemple, que voilà, en janvier 2020, il y a un virus qui va venir et qui va changer beaucoup de choses dans le monde qu'on connaît? Je pense qu'il y a, allez, oui, très très peu de personnes qui le savaient ou qui préparaient ça, ou bien surtout en fait des professionnels dans le monde médical, ils avaient toujours l'idée que des choses pareilles peuvent arriver, mais c'était quand même très loin dans notre réflexion. C'est-à-dire que oui, l'information, on ne l'avait pas. Oui, on ne peut pas savoir en fait qu'on va passer un seul quart d'heure plus ou moins, et on est toujours en fait dans une phase où c'est pas clair où est-ce qu'on va aller. Mais en même temps, la différence entre ne pas avoir un plan général et avoir un plan avec une certaine flexibilité, elle est quand même assez importante. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que nous contrôlons réellement? Je pense que lorsqu'on creuse un peu trop, en fait, avec un candidat pour un emploi, ou bien les gens qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui voilà, ils cherchent un emploi, et ils savent très bien qu'il y aura des coupures de postes dans l'entreprise là où ils sont maintenant, donc ils sont un peu proactifs par rapport à ça, ou bien il y a des gens qui ont juste voilà, perdu leur emploi. Et ce que je vois assez souvent, je dirais pas tous, mais ce que je vois assez souvent, c'est que euh, il y a quand même une grande partie des professionnels sur le marché qui s'attardent beaucoup sur les facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Une crise pareille, on ne peut jamais la contrôler à une échelle individuelle. C'est-à-dire que dans n'importe quelle réflexion que vous avez, oui, vous pouvez mettre des éléments qui vous permettent de gérer un certain risque ou bien évaluer un certain risque, mais en même temps, vous pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas en fait dire, voilà, il y aura tel ou tel problème, j'ai telle ou telle réponse à ça. Donc, je pense qu'il serait vraiment important une fois pour toutes, de se focaliser sur ce qu'on peut faire de notre côté et mettons de côté toutes les choses qui sont en dehors de notre contrôle. Et ça part vraiment des, des- des concepts qui sont les plus simples, comme imaginons qu'il n'y a pas de crise aujourd'hui, mais vous êtes bien dans votre emploi, tout est beau, tout est rose. Vous vous réveillez le matin, votre manager direct vous appelle et vous dit bah, vous m'excuserez, mais c'est votre dernière journée ici parce que voilà, on a tel ou tel problème dans l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler? Absolument pas. Je ne vais même pas parler en fait des personnes qui ne sont pas très, on va dire, excellentes dans ce qu'elles font. On va vraiment parler des personnes qui font le nécessaire dans le travail, qui réussissent bien ce qu'ils font, mais malgré ça, ben, il y a toujours des décisions qui peuvent arriver, qui peuvent subvenir, des choses en fait qui peuvent exister autour de nous, qui peuvent apparaître, et ils ne nous permettent pas en fait de
répondre ou bien de réagir facilement. Et c'est là qu'on parle de proactivité, bien sûr. On reviendra sur ça un peu plus tard, mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de se focaliser sur les choses qu'on peut contrôler seulement. Et vous pouvez poser cette question, en fait, sur tout problème, ou bien à tout problème auquel vous faites face. Et c'est ça. C'est ça, que ce soit à une échelle très personnelle, au sein de votre famille, avec les amis ou n'importe. Mais c'est vraiment un concept qui est plus simple quand on parle d'emploi parce que les gens, en fait, peuvent savoir réellement qu'est-ce qui est quelque chose en fait qu'ils peuvent contrôler au quotidien et c'est quoi les éléments en fait qui sont en dehors de leur contrôle. Donc, dans votre réflexion, commencez une fois pour toutes parce que c'est un entraînement, on va dire, c'est une habitude qui se crée, qui se développe et qui se maintient petit à petit. Commencez dans votre réflexion à chaque fois que vous avez un problème, surtout dans votre profession aujourd'hui ou bien dans le marché du travail, dans votre recherche d'emploi, qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Quand on regarde la recherche d'emploi, par exemple, quand vous cherchez un emploi, l'idée à la base, elle est très simple. Vous avez X nombre de compétences avec un diplôme, éventuellement une certaine expérience, et vous cherchez un emploi qui répond à ça. Qui répond à ça, c'est-à-dire un emploi que vous pouvez faire techniquement parlant, professionnellement parlant, et surtout un emploi voilà, qui s'aligne à vos intérêts, à vos préférences. Après, vous allez commencer à postuler. Vous allez postuler 10 fois, 100 fois, 1000 fois, n'importe. La seule chose que vous contrôlez dans le processus, c'est votre façon de postuler à des emplois, le nombre d'emplois auxquels vous postulez, le nombre d'appels ou de messages que vous envoyez à votre réseau pour éventuellement décrocher une entrevue, avoir un certain intérêt ou n'importe. Tout le reste, absolument tout le reste, vous ne le contrôlez pas. Y compris, est-ce qu'une entreprise vous répond ou pas? Est-ce qu'un recruteur vous répond ou pas? Est-ce qu'un gestionnaire dans telle ou telle équipe, après deux, trois entrevues, vous a accepté ou pas? Est-ce que c'est dans votre contrôle? Non. Ce qui est dans votre contrôle, par exemple, c'est d'aller dans les entrevues et bien faire les entrevues, bien se présenter, faire valoir ses compétences, bien décrire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Par la suite, c'est incontrôlable. Et je pense que les gens n'arrivent pas à se détacher par rapport à ça aussi. Ils n'arrivent pas à se détacher par rapport à l'élément j'ai, j'ai fait des entrevues, j'ai bien passé les entrevues par exemple, j'ai pas été pris, donc on va se retrouver dans le développement d'une certaine frustration. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir été pris en fait dans un emploi qui vous semblait être bon? Non, ça n'a jamais été le cas. C'est juste que pour dépasser une étape pareille, il faut se reposer la question. J'ai passé deux, trois entrevues, je n'ai pas été pris. Est-ce que ce que j'ai fait de mon côté a été bon? Oui, tant mieux. Est-ce que ce que vous avez fait de votre côté, est-ce qu'il y a des erreurs dans le processus d'évaluation, d'auto-évaluation? Si ce n'est pas le cas, ben vous allez corriger. Donc, vous focalisez vraiment sur les choses que vous pouvez faire de votre côté au lieu de chercher pourquoi on n'a pas pris. Ou au lieu de chercher d'aller gueuler sur LinkedIn ou Facebook, par exemple, parce qu'ils ne vous ont pas pris. Est-ce que ça vous fait du bien de gueuler un peu par rapport à ça? Absolument, je vous le dis. Est-ce que ça vous ajoute quelque chose? Non. C'est aussi simple que ça. Le troisième point serait en fait de reconnaître en fait que l'action élimine l'anxiété. Ça, c'est quand même assez intéressant. À chaque fois que je parle avec mes clients, par exemple, quand on parle de recherche d'emploi, dans n'importe quel contexte, même avant la crise actuelle, voilà, quand on parle de à quoi vous avez postulé, qu'est-ce que vous avez fait pour faire le suivi de vos candidatures, est-ce que vous avez fait les bonnes recherches sur les emplois auxquels vous avez postulé, est-ce que vous avez fait les bonnes recherches sur les entreprises, et on se retrouve quand même dans pas mal de cas où les gens essaient de se trouver des excuses, ce qui est un peu normal. Pourquoi en fait, quand on est en train de chercher un emploi activement, que ce soit on a un emploi ou bien on n'a pas un emploi et on cherche notre premier, notre deuxième ou n'importe, pareil, on se crée une impression d'activité, on se crée une impression où on est en train de faire des choses, sauf que dans la réalité, dans les indicateurs réellement de performance de la recherche d'emploi, j'appelle ça des indicateurs de performance, il n'y a rien. Je pose une question par exemple, à combien d'emplois vous avez postulé? Et pourquoi je pense toujours que c'est une question pertinente? Parce que ça me donne aussi en fait le niveau de compréhension de la personne sur son marché à un instant T, par exemple, ou bien pendant une situation définie. Si vous cherchez un emploi ou bien si vous avez vraiment besoin d'un emploi parce que vous n'avez aucun maintenant, parce que vous avez besoin voilà, de subvenir à vos besoins ou bien aux besoins de votre famille, vous ne pouvez pas me dire, par exemple, ça fait 2 mois que je cherche, combien de candidatures vous avez? Vous me dites trois.
Tout simplement, quand on cherche un emploi, par exemple, en termes tactiquement parlant, c'est une question de chiffres, c'est une question de nombre. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous postulez à 100 emplois au lieu de 5, vous ne faites qu'améliorer vos chances, vous augmentez vos chances. Est-ce que les 100 peuvent ne pas vous répondre? Absolument aussi. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui apparaissent bonnes ou positives tout le temps, mais c'est la réalité des choses. Si je reviens au deuxième point, si vous avez postulé à 100 emplois et personne ne vous a répondu, vous êtes dans deux situations. Ou bien vous êtes vraiment frustré parce que vous allez commencer à vous dire, il n'y a personne qui m'appelle, tout est bon de mon côté, il n'y a personne qui a un intérêt à moi. Oui, c'est une approche, mais vous allez continuer dans cette approche-là et fort probablement votre recherche sera toujours pareille. Ou bien vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je contrôle aujourd'hui dans ma recherche d'emploi? Oui, quels sont en fait les éléments qui sont pas bons? Est-ce que je suis en train de faire quelques erreurs dans mon approche? Est-ce que je suis en train de ne pas faire la bonne approche avec des recruteurs, avec des gestionnaires ou n'importe? Après, il y aura des gens qui vont me dire, bah oui, les recruteurs, ils ne savent pas faire leur travail. Je peux vous rejoindre à 100% dans beaucoup de cas. Ce n'est pas le problème. La question qui se pose encore, est-ce que c'est quelque chose que vous contrôlez? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de trouver un emploi. L'objectif, c'est d'améliorer sa situation. L'objectif, c'est d'avoir un plan de carrière, par exemple, qui est simple. Donc, j'applique ça à plusieurs situations. Pareil, j'essaie en fait de vous donner en fait comment les éléments sont vraiment très interconnectés dans votre réflexion par rapport à ce slide que vous êtes en train de voir. Chaque problématique, y compris l'inaction. Et si vous revenez pas, en fait, vous évaluez pas un peu votre approche, bah, vous allez vous retrouver dans la frustration. L'idée, c'est pas de dire en fait que vous avez fait faux et que les entreprises ou bien les employeurs ont tout bon. Non, l'idée, c'est qu'il y a un contexte, vous ne contrôlez pas ce contexte-là, vous cherchez un emploi, sur quoi vous allez vous focaliser et quelles sont les étapes ou bien quelles sont les actions que vous allez faire, quelles sont les choses que vous allez aborder pour pouvoir quelque chose. Et parce que quand vous postulez pas assez, par exemple, ou bien quand vous faites pas assez en termes de, voilà, de parler à des gens dans votre réseau, des gens dans certaines entreprises, dans certains cercles professionnels, ça crée plus d'anxiété. C'est aussi simple que ça. Et l'anxiété, elle est reliée à quoi réellement? Elle est reliée à une certaine peur d'un avenir qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend, ce qui est tout à fait normal. C'est une émotion humaine qui crée malheureusement, qu'on ne le veuille pas, euh, on va dire, un impact qui peut durer sur le très long terme. Ça peut être un impact sur les court terme. C'est une maladie, c'est-à-dire à part entière. C'est pas quelque chose avec lequel on pourrait, euh, c'est pas quelque chose qu'on pourrait ignorer dans ce genre de situation, surtout dans le contexte actuel. Si vous cherchez un peu aujourd'hui, si vous lisez un peu, on va dire les craintes des gouvernements un peu partout dans le monde, c'est au-delà de la crise actuelle sanitaire, au-delà de la crise économique il y a quand même une crise de santé mentale qui s'installe et qui était là quand même depuis un bon temps. C'est-à-dire, je pense que pendant les 5 dernières années, les 2 dernières années, la thématique revenait sur la table un peu plus souvent. Et c'est là, en fait, qu'on va voir les gouvernements, les entreprises, les associations, les individus eux-mêmes, en fait, savoir que commencer à réfléchir plutôt sur l'importance de la santé mentale et des effets de l'anxiété sur tout ce qui se passe autour de nous, y compris notre recherche d'emploi, y compris notre gestion de carrière sur le très long terme. Le quatrième point serait comment vous vous préparez sans pour autant en fait regarder très loin. Vous avez certainement dans votre cercle d'amis, dans votre cercle de famille, dans votre cercle de personnes, on va dire, de connaissances virtuelles, des personnes qui vont certainement regarder toujours l'aspect extrêmement négatif des choses et d'autres qui vont regarder que l'aspect positif. Je pense qu'il y a un juste milieu qu'il faut apprendre à manier d'une certaine façon. Le juste milieu aujourd'hui, il inclut plusieurs éléments. Il inclut des éléments en fait c'est-à-dire les éléments dont on vient de parler, mais aussi des éléments qui concernent des choses qui sont un peu plus complexes, le futur ou bien l'avenir de cette crise sanitaire, l'avenir de la crise économique en tant que telle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et quelles sont les conséquences par rapport à ça. Donc, voir la catastrophe réellement un peu partout, ou bien voir que la catastrophe, ou bien essayer vraiment de pousser la réflexion pour qu'on commence à voir tout est négatif, c'est quand même une sorte de mécanisme de défense. Donc, on essaye de se défendre quelque part pour se dire, de toute façon, ça ne sert à rien. De toutes les façons,
ça ne va jamais reprendre. De toutes les façons, on va jamais me prendre. De toutes les façons, donc on va quand même toujours essayer de trouver on va dire, des explications sur des choses qui sont un peu plus palpables que ça. Et pourquoi elles sont plus palpables? Parce que si on parle de crise, on parle de chiffres, on regarde, il y a des choses qu'on peut maîtriser, il y a des choses qu'on peut comprendre. Lorsqu'on parle de la crise sanitaire, on parle d'une vraie science, on parle de professionnels de la santé qui sont en train de voir de très près comment ils peuvent gérer cette crise-là. De l'autre côté, nous, en tant qu'individus, on a quand même une responsabilité. Je ne parle pas de notre responsabilité sociétale et sociale ou n'importe, non, je parle vraiment de notre responsabilité à une échelle très individuelle. À une échelle individuelle, pour vous permettre en fait de mettre du clair dans votre réflexion autour de la gestion de carrière, il faudrait vraiment s'arrêter à un certain moment et commencer en fait à éliminer l'élément de catastrophe. Est-ce que la crise en tant que telle était une catastrophe? Absolument, mes amis. C'est juste que la réflexion ne serait pas aussi saine que ça en ne regardant que cet élément-là. Donc, toujours détacher les éléments qui vous paraissent très agressifs, très toxiques, très catastrophiques. Il faudrait vraiment les dissocier de notre réflexion et de les mettre en fait dans un plan un peu plus large, dans un cadre un peu plus large. Essayez toujours d'intégrer plusieurs éléments parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui fonctionne d'une façon indépendante. Votre vie, elle dépend de plusieurs autres personnes. Votre travail dans une société dépend de plusieurs autres personnes au sein de la société. Ça dépend aussi du client qui doit faire telle ou telle chose, du fournisseur qui doit faire telle ou telle chose. Donc, je ne vous dirai pas de vous réveiller le matin et dire qu'est-ce que c'est beau, tout est bon, tout va bien. Non, je pense que chacun a bien sûr le droit et la responsabilité de réfléchir de la meilleure façon c'est-à-dire, c'est à vous d'apprécier la situation, de savoir. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de réorganiser un peu la réflexion et de mettre le tout ensemble. C'est-à-dire vraiment, c'est comme une sorte de puzzle. Vous avez un puzzle et vous êtes en train de mettre plusieurs pièces. Vous savez qu'il y a des pièces en fait qui sont en train d'affecter tout le groupe, mais vous devez les voir. Vous devez les voir dans votre plan très large parce que ceci va vous permettre quand même en fait d'entamer les choses petit à petit ou bien de faire les étapes nécessaires par rapport à tout ça. Je passerai en fait à la deuxième étape euh, concernant en fait la recherche d'emploi. On ne va pas parler de CV ou de lettres de motivation ou quoi que ce soit. C'est des sujets qui sont traités, retraités, qui ont été répétés plusieurs fois. L'information, elle est vraiment présente sur Internet d'une façon incroyablement gratuite sur toutes les plateformes que vous imaginez. Il y a des professionnels partout qui peuvent vous aider par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire la thématique en elle-même n'est pas nouvelle. Les challenges ou bien les défis qu'on rencontre pour chercher un emploi, on les connaît. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe, on dit pas, on sait pas. On sait très bien que la recherche d'emploi devient encore plus difficile en fait dans un contexte de crise. Qu'est-ce que je recommande? Encore une fois, c'est quelques recommandations, ce n'est pas tout. C'est à vous aussi on va dire, de bâtir ou bien de développer encore plus l'idée par rapport à votre contexte personnel, parce que je suis sûr qu'ici, dans votre famille, dans votre emploi, chez les gens que vous connaissez, il y a certainement en fait pas mal de choses qui sont différentes, ce qui fait que le contexte va devenir différent. Donc, premièrement, en fait, quand vous approchez, on va dire la recherche, ça veut dire que quand vous parlez à des professionnels, quand vous parlez à des gestionnaires qui recrutent pour leurs équipes, à des recruteurs, n'importe, on revient à un point que j'ai cité brièvement tout à l'heure, on parle d'adaptabilité. Aujourd'hui, oui, les entreprises recruteront toujours. Ça recrute moins, ça va recruter plus par la suite. Je pense que il y aura on va arriver à un certain moment où les choses vont s'améliorer. Très bien. Donc, il y a toujours, en fait, ceci. Par contre, je pense que l'avenir du recrutement, parmi les choses qui sont dans l'avenir du recrutement, dans l'avenir de la recherche d'emploi, dans des contextes pareils, c'est chercher vraiment les gens qui ont une grande capacité d'adaptation. Euh, je vais peut-être parler d'un cliché, mais à force de voir des exemples pareils devant moi, en fait, j'aimerais bien confirmer la théorie quelque part. Euh, Beaucoup de personnes qui sont ici ou bien qui connaissent les gens du centre algérien ou bien dans la communauté maghrébine, par exemple, ou bien chez les immigrants en général, quelle que soit leur origine, les Asiatiques, les Africains, les Arabes, les gens qui viennent d'Amérique latine, les gens qui viennent par exemple de l'Europe de l'Est, euh, on se retrouve quand même dans une situation où les gens n'ont pas forcément en fait
évaluer on va dire, leur niveau d'adaptation correctement. Les gens n'ont pas une réelle idée en fait sur comment ils peuvent s'adapter, alors que fort probablement ils ont vraiment les outils pour ça, ou bien ils ont vraiment, on va dire, la bonne approche pour le faire. Et pourquoi je dis que c'est un cliché? C'est un cliché. À ma surprise, et je me surprends même moi-même en fait, là, depuis que j'ai fait on va dire le saut pour aller vivre à l'étranger. J'ai vécu à l'étranger auparavant et maintenant je suis au Canada depuis 4 ans. Quand on vit on va dire, dans des écosystèmes où il y a beaucoup de difficultés au quotidien, je vais parler par exemple en Tunisie ou bien en Algérie parce que ça se ressemble beaucoup, euh, on apprend quand même à devenir débrouillard. S'il y a quelque chose que par exemple que je vois chez des gens comme nous, des gens qui ont plus ou moins, on va dire, des parcours plus ou moins similaires, ou bien qui ont fait l'école en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Il y a beaucoup de ressemblances dans notre façon de vivre, surtout on va déménager ailleurs, c'est que on oublie vraiment qu'on est arrivé là à cause de notre sens d'adaptation, à cause de notre façon en fait de s'ajuster aux situations. Et je pense que vous devez vraiment revoir ceci. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous pensez que votre sens d'adaptation n'est pas au bon niveau, ou bien si vous pensez qu'il est quand même très élevé, moi je vous recommande vraiment de vous poser la question. Vous allez revenir sur les 4 dernières années, ou bien depuis que vous êtes ici. Il y a des gens qui sont peut-être en fait ici depuis quelques mois, d'autres qui sont ici depuis plusieurs années, peut-être une dizaine d'années. Et revoyez en fait un peu les situations par lesquelles vous êtes passé, les situations difficiles, professionnellement parlant, et quelle a été votre réaction par rapport à ça? Et je pense que ça peut vous donner une très bonne indication sur votre sens d'adaptation. Et parce que votre sens d'adaptation, il vous suivra très loin. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Dans 2, 3 ans, il pourrait y avoir une autre. Les crises économiques, on les connaît. Pour cette génération-là, en fait, qui travaille depuis 10 ans, on est déjà passé par le marché d'emploi post-2008, c'est-à-dire en 2009-2010, ce n'était pas la joie. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est clair, mais ce n'était pas la joie aussi. 10 ans après, on se retrouve avec une autre crise. Donc, je pense que s'il y a quelque chose que cette génération devrait gagner si elle ne l'a pas encore fait, c'est vraiment un sens d'adaptabilité, une façon de s'adapter qui reste quand même assez forte par rapport à ce qu'on voit dans le marché. Et pourquoi ceci est important? Parce que si vous l'avez à un titre personnel, ou bien vous l'adaptez, ou bien vous l'appliquez sur des situations personnelles, les entreprises vont toujours aimer ça chez vous. Parce qu'ils savent très bien qu'une entreprise en fait rencontre plusieurs situations difficiles, surtout dans le contexte qu'on est actuellement. Et qu'au-delà des compétences techniques, j'ai besoin de personnes qui travaillent dans mon équipe, qui, le jour où on va faire une sorte de virage à droite et à gauche, on se retrouve avec des gens qui s'adaptent très rapidement. Donc, ça reste quand même très, très important à ce niveau-là. Deuxièmement, c'est savoir cibler les secteurs. Si vous êtes en recherche d'emploi très active aujourd'hui, arrêtez-vous et dites-vous, est-ce que vous connaissez les secteurs auxquels vous postulez? Ça reste quand même assez fou comment aujourd'hui, en fait, on cherche un emploi sans pour autant mettre ou prendre en considération la force ou la faiblesse des secteurs auxquels on s'intéresse. Moi, par exemple, à l'échelle personnelle, je ne vais jamais postuler un emploi, même si je postule à beaucoup d'emplois quand je suis en période de recherche. Mais je ne vais jamais postuler un emploi où je ne connais pas plus ou moins, on va dire, quelques indicateurs sur ce secteur-là. Surtout aujourd'hui, je pense que c'est quand même un élément qui est encore plus important avec la crise d'aujourd'hui. Pour les personnes, par exemple, qui ont perdu leur emploi dans cette période-là, est-ce que dans 2, 3 ans, 5 ans, par exemple, vous allez chercher un emploi de la même façon? Il ne faudrait pas. Il faudrait vraiment chercher un emploi tout en considération le contexte économique. C'est pour ça, en fait, que je dis toujours, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs professionnels qui disent, en fait, que la recherche d'emploi, c'est un travail en lui-même. C'est un travail de recherche. Au-delà de postuler à des emplois, c'est vraiment un travail de recherche quand même, qui est assez développé, un travail de précision pour savoir, je suis en train de donner mon avenir clairement, je suis en train de mettre mon avenir entre les mains de telle ou telle entreprise. 6 mois après, parce qu'il y a une crise financière X, j'ai été viré, je vais renvoyer la responsabilité vers l'entreprise. Est-ce que l'entreprise elle a une responsabilité? Oui. Est-ce que c'est la première? Non. Moi, je pense que la première responsabilité, vu qu'on est quand même les premiers responsables sur notre vie, c'est de regarder et se dire comment je commence aujourd'hui en fait à chercher les, on va dire les secteurs ou bien les compagnies qui sont pas forcément très impactés par des crises financières. Quels sont
quels sont les secteurs, en fait, les secteurs où il n'y a pas, par exemple, beaucoup de réduction de postes, beaucoup de réduction d'heures. J'ai découvert le concept de recession proof il y a quelques années d'un de mes mentors en fait qui m'expliquait que il y aura toujours en fait des domaines qui sont voilà qui sont pas impactés par la plupart des crises qu'on connaît et que la meilleure approche c'est de regarder vraiment ces secteurs-là. Donc ça c'est de un. La deuxième chose c'est vraiment aussi de regarder les secteurs qui redémarrent parce qu'il y a aussi des secteurs qui ont été touchés temporairement. Ils ne sont pas affectés sur le très long terme, ils sont affectés sur le très court terme parce que leurs opérations n'ont pas été adaptées au contexte de la crise. Mais en faisant les bonnes choses pendant les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, ils sont arrivés quand même à préparer leur redémarrage. Et ça va venir. Ça va venir parce qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas assez de postes disponibles sur le marché maintenant, n'oublie jamais que au fur et à mesure des semaines, moi je le vois, le volume est en train de revenir petit à petit. Est-ce qu'il va revenir à 100%? Je ne pense pas que ça va être le cas cette année ou l'année prochaine. Je pense qu'on va peut-être taper sur un 80-90% à un certain moment jusqu'à ce qu'on reprend peut-être en 2022 pour que ce soit le même volume dans lequel on était. Donc vraiment savoir c'est quoi les secteurs auxquels vous postulez. Faites cette réflexion même en dehors d'une crise parce que comme ça, à chaque fois que vous rencontrez une situation plus ou moins délicate, bah, vous êtes quand même dans une entreprise qui a bien plus de stabilité, bien plus de cash flow, une entreprise qui peut vous protéger indirectement. Même si ce n'est pas la responsabilité des entreprises de vous protéger, de nous protéger. Troisièmement, élargir un peu son périmètre géographique. Moi, je pense que c'est notre cas, au moins ici au Québec, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait considérer, surtout lorsqu'on est dans une situation très délicate. Je vais parler quand même des personnes qui ont une impression que toutes les portes sont en train d'être fermées, de se refermer, ou bien il n'y a pas de possibilité. Je ne pense pas qu'on a le luxe de choisir. Et si on n'a pas le luxe de choisir, mais on peut trouver quand même notre emploi, un emploi qui s'aligne à nos compétences, mais qui est quand même un peu plus loin que nous, un peu plus loin en fait de notre habitation, je pense qu'il serait important de considérer ceci. Et quand on parle, par exemple, de Montréal ou la ville de Québec, vous avez toujours la ville et vous avez toujours les petites villes qu'il y a tout autour. C'est clair que personne n'aimerait faire 1 heure d'aller-retour pour faire un travail, 1h30 pour faire un travail. Mais dans un contexte pareil, je pense que c'est une des choses qu'il faut considérer parce que ces entreprises-là vont certainement chercher des employés. Il n'y a jamais assez d'employés en dehors des villes et donc ça pourrait être même un emploi temporaire. Je ne veux pas dire que vous devez envisager ces emplois-là sur le très long terme, surtout si vous ne voulez pas changer de ville, au moins la ville de Montréal ou la ville de Québec, mais regardez un peu plus loin, être dans l'inconfort un peu pendant une certaine période pour pouvoir, on va dire, réguler les choses par la suite, ce n'est pas une mauvaise option. Faire aussi un auto-bilan de compétences. Moi, je me demande toujours, une des questions que je pose pendant une entrevue, en fait, quand je fais beaucoup d'entrevues, on va dire d'une façon hebdomadaire, c'est euh, deux questions plutôt. Je regarde un peu, on va dire, le passé de la personne, le passé professionnel. Et au lieu de lui dire, racontez-moi ce que vous avez fait, donc la personne, elle va commencer à me lister les emplois, j'ai fait tel et tel ici, tel et tel là-bas. Je leur dis, en fait, est-ce que vous pouvez me parler un peu sur ce que vous avez appris tout au long de ces années? Et ce qu'on remarque assez souvent, c'est que les gens bloquent. Les gens bloquent parce que ça leur arrive pas souvent de s'arrêter et de se dire, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui pour pouvoir continuer? Donc, on prend un emploi après un autre, un emploi après un autre. Donc, les mouvements sont principalement basés sur la demande des entreprises, pas ce que nous voulons nous-mêmes. Donc, on se retrouve à combler des emplois parce que voilà, telle ou telle entreprise a un besoin. Et la deuxième question serait, sur les 2, 3 prochaines années, même 5 prochaines années par exemple, il y a une question que j'aime pas poser. Je leur dis jamais par exemple, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, 3 ans? Ça ne m'intéresse pas. Un, deux, on ne sait pas en fait réellement à quoi ressemble l'avenir on va dire dans un contexte actuel, dans le contexte actuel qu'on vit ou bien dans l'économie qu'on connaît aujourd'hui, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Par contre, en tant que recruteur, je suis quand même très intéressé de savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre. C'est-à-dire sur 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que vous avez déjà des choses qui vous paraissent intéressantes dans votre domaine
et pour lesquels vous allez donner du temps, vous allez mettre du temps pour les apprendre. Et c'est vraiment généralement 2 questions où beaucoup de personnes bloquent et ça me dit une seule chose parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question réellement. Très honnêtement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais je vois en fait qui est en train de faire une sorte d'auto-bilan de compétences pour savoir qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je voudrais apprendre. Et le fait de ne pas savoir ou bien de ne pas pouvoir s'auto-évaluer rend la tâche encore plus difficile pour l'entreprise. C'est pas en fait que les entreprises en fait cherchent à ne pas avoir cette responsabilité-là parce que c'est notre responsabilité quand on est en train d'évaluer des candidats pour savoir qui serait éventuellement la bonne personne pour le poste, mais c'est plus que je pense que c'est quand même radicalement important à une échelle très personnelle de vous arrêter et de se dire aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je voudrais apprendre. Ça me donne quand même un indicateur de santé professionnelle qui est très important pour moi. Et je peux vous assurer en fait que en aucun cas, toutes les personnes que j'ai connues qui ont grandi devant moi dans certaines entreprises que j'ai recrutées, les personnes qui sont quand même conscientes de leurs limites, dans le sens qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris, et qui sont conscients de leurs points forts, qu'est-ce qu'ils ont appris, et qui sont conscients de leur potentiel, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, ce sont généralement les personnes qui réussissent le plus parce qu'ils ont cette sensibilité pour savoir, pour s'auto-évaluer sans pour autant en fait tomber dans le dénigrement en fait. Et ils sont pas là en fait pour dire ah non j'ai pas appris ça donc j'étais pas bon ou bien ils sont pas là pour dire oui je connais tout donc je suis excellent dans ce que je fais donc personne ne peut m'arrêter. C'est vraiment le juste milieu pour se dire qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas et qu'est-ce que j'aimerais apprendre, qu'est-ce que j'aimerais connaître dans un contexte. C'est un exercice que je vous recommande beaucoup, c'est-à-dire je vous recommande aujourd'hui de vous installer, de vous dire c'est quoi mon point de départ aujourd'hui, quels sont on va dire, les milestones que j'aimerais euh, réussir à avoir, mais en déconnectant ceci du monde professionnel ou bien de l'emploi que vous avez. C'est-à-dire, je ne veux pas que vous réfléchissez, je veux avoir un emploi chez je ne sais pas quoi, c'est la Banque des Jardins. Donc, ce n'est pas ça la réflexion. La réflexion, c'est si je travaille chez Banque des Jardins, chez Alicia, chez RBC, chez n'importe quelle entreprise, si ces entreprises-là me donnent un environnement idéal, c'est-à-dire je peux apprendre, qu'est-ce que je voudrais apprendre dans le champ de compétences qui m'intéresse. La dernière partie serait quand même les leçons à retenir. Les leçons à retenir maintenant, encore une fois, parce qu'on n'a pas assez de temps et parce que on va dire le sujet des CV en lui-même, des lettres de motivation, des entrevues, tout ce qui va avec, c'est quand même un sujet qui est très technique et qui dépend de chaque situation. Euh, et qui, très honnêtement, pour moi, ce n'est pas ce qui fait que votre recherche d'emploi, que votre gestion de carrière dans un contexte pareil soit meilleure. Non, il y a une différence entre les petits aspects, les petits détails et le big picture, comme les Anglais disent en fait, où on essaie vraiment d'avoir un recul par rapport à la situation et de savoir comment on pourrait approcher ces petits et ces grands problèmes. Donc, les leçons à retenir en fait, euh, c'est qu'il faudrait quand même s'arrêter et de se dire, on est quand même, qu'on ne le veuille pas, face à une grande crise. J'ai 35 ans, j'imagine qu'il y a certaines personnes ici qui ont plus ou moins mon âge, peut-être il y a d'autres qui ont bien plus. Pour ma génération à moi, c'est la plus grande chose que j'ai vécue. Ben, j'ai vécu ça. J'ai vécu l'entrée dans le marché de l'emploi après la crise de 2008, qui n'a pas été, on va dire, au même niveau de ce qu'on voit maintenant. J'ai vécu la révolution en Tunisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché d'emploi, juste après ça, il était très mauvais. Euh, mais quand je regarde, on va dire, le scale of things aujourd'hui par rapport au virus Corona, on est en train de parler de quelque chose qui est quand même très, très grand. C'est-à-dire, regarde, l'interdiction de mouvement, comme on le connaît, que ce soit au sein du même pays ou bien entre les pays, la quarantaine qui a été quand même assez difficile sur beaucoup de monde, que ce soit ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ne le sont pas, on parle de santé physique ou mentale depuis le début. Euh, il y a eu une certaine pénurie, ça crée quand même un certain stress au début. On est en train de vivre quand même avec, depuis même le début de l'année, même moi, très honnêtement, je pense que les 3-4 dernières années n'étaient pas excellentes. On est en train de vivre avec des nouvelles qui restent quand même assez négatives. C'est-à-dire le moment où vous regardez la télé, où vous regardez votre smartphone pour lire des nouvelles sur les plateformes d'infos, bien sûr les réseaux sociaux, on se retrouve que quand même avec un flux qui est quand même rempli de mauvaises nouvelles
plus ou moins vrai pour plusieurs personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas ça forcément, mais quand vous cherchez à connaître les nouvelles, bah, vous dites quand même que c'est mauvais et il faudrait quand même qu'on dépasse ça. Mais moi, je pense que c'est quand même aussi le moment de prendre certaines leçons, de retenir certaines leçons. Je ne veux pas aussi, en fait, faire de cette période-là, ou bien de la période, on va dire, la période qu'on est en train de passer depuis février, mars, comme étant une très bonne période. C'était important pour nous tous pour s'arrêter et réfléchir. Je ne pense pas que tout le monde a ce luxe, très honnêtement. Il faudrait aussi arrêter de penser que tout le monde a le luxe de réfléchir et de se poser. Surtout lorsque les gens ont des besoins financiers qui sont quand même assez importants, ou bien ils ont des enfants, ou bien ils ont des engagements financiers. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se dire oui, c'est important que le monde s'arrête pour que je puisse réfléchir aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a un travail de bureau pour pouvoir travailler à la maison. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en considération tout en ayant, on va dire, un certain recul pour retenir certaines leçons. Parce que je vous le dis franchement, je, je suis loin d'être un expert sur le domaine économique, médical, sanitaire ou n'importe, mais on va vivre d'autres crises et d'autres crises qui seront bien plus importantes que celle-ci ou bien moins importantes, mais il y aura d'autres crises. L'histoire du monde tel qu'on le connaît, elle est construite, elle est développée autour des crises. La seule différence aujourd'hui, c'est que les crises quand même, se rapprochent un peu plus qu'auparavant, vu que les choses bougent bien plus rapidement qu'auparavant. La vie bouge plus rapidement que 50 ans en arrière, que 100 ans en arrière, ou n'importe, ce qui fait que on rencontre des succès très rapidement, mais aussi on rencontre des échecs ou bien on échoue très rapidement. Donc les leçons pour moi, ce serait que nous avons quand même beaucoup à apprécier dans la situation actuelle. Et je ne parle pas en fait du volet financier ou économique ou sanitaire. Nous allons quand même beaucoup apprécier dans le fait où on a aujourd'hui une opportunité de corriger. Corriger, juste corriger en fait, on va dire la trajectoire sur laquelle on est. Si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de vous, si aujourd'hui vous retrouvez que votre carrière est en train de prendre vraiment un très mauvais virage ou votre recherche d'emploi ne donne à rien, je vous invite très honnêtement à arrêter encore une fois, à prendre un petit stylo, à ouvrir peut-être une page Word, rien de spécial, et commencer à écrire réellement qu'est-ce que vous avez appris pendant cette crise-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse, pareil. Vous-même, avec votre situation personnelle, avec les gens qui sont autour de vous, avec votre contexte, est-ce que j'ai appris quelque chose pendant ces 3 mois ou pas? Vous n'êtes pas obligé d'apprendre la même chose que votre voisin ou votre cousin ou n'importe. Non, je parle vraiment de l'expérience à une échelle très personnelle. Cette réflexion-là pourrait quand même vous ouvrir de nouvelles portes en termes de nouvelles questions à poser. Parce que dans la vie, on vient rarement avec des réponses. On va toujours trouver des réponses, mais je pense que pour trouver ces réponses-là, il faut apprendre, et ça c'est aussi une compétence, il faut apprendre à poser les bonnes questions au bon moment. Le deuxième point serait que, et ça rejoint beaucoup en fait l'élément de catastrophe dont on a parlé tout à l'heure, euh, savoir revenir vers l'instant présent. Je ne parle pas encore de développement personnel, non, je parle vraiment du marché tel qu'il est, de votre situation professionnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qu'est-ce que je n'ai pas entre les mains? C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas possible pour moi et qu'est-ce qui est vraiment possible pour moi dans le genre, quelles sont les possibilités dans mon marché, dans mon industrie, parce qu'il y a des industries qui ne sont pas touchées du tout, mais où il y a une certaine stabilité. Donc, les gens, quand même, ont une nouvelle réflexion. Eh bien, ils veulent changer plus ou moins d'employeur, ils veulent changer de poste au sein de la même entreprise. Donc, revenons vraiment au moment actuel, là où vous êtes. C'est comme une sorte, on va dire, de boussole que vous avez. Je pense que cette période-là qu'on est en train de vivre va devenir la boussole de pas mal de monde. Elle va devenir la boussole de pas mal de pays. Elle va devenir la boussole de pas mal d'entreprises. Faites la même chose à une échelle personnelle. Comment aujourd'hui je pourrais apprécier certaines choses que je peux faire? Comment aujourd'hui je pourrais préparer ou bien développer ou bien corriger les choses que je n'ai pas ou que je ne pouvais pas faire ou bien que j'ai regretté de ne pas faire pendant longtemps pour arriver en fait à un juste milieu. Et pourquoi aussi c'est important de rester dans ce moment, dans le moment présent, même à une échelle professionnelle, parce que ça élimine ou bien ça diminue beaucoup le niveau d'anxiété que vous avez. Vous ne pouvez pas bien chercher un emploi avec une anxiété très élevée, ni pouvoir gérer, planifier, développer votre carrière avec un niveau d'anxiété très élevé. Le troisième point serait que moi, je compare toujours en fait la recherche d'emploi
à ce qu'on peut faire dans on va dire en termes opérationnels. Je n'ai pas d'emploi, je cherche un emploi, ou bien je n'aime pas mon emploi, je cherche un emploi. Et comment en fait cette partie-là, elle est quand même très différente d'être réellement. Et dans le contexte professionnel, c'est comprendre la valeur qu'on apporte chez notre employeur ou bien dans le marché professionnel si on a perdu notre emploi. Quel genre de compétences en dehors de nos compétences professionnelles qu'on amène avec nous? Est-ce qu'on amène, on va dire, une combinaison d'une bonne personnalité, de compétences techniques, de compétences professionnelles, d'une certaine adaptabilité qui me permettent en fait d'avoir beaucoup d'avance à pas mal de monde dans le marché, ou bien avoir de l'avance par rapport aux autres candidats qui postulent au même poste qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment s'assurer de différencier beaucoup entre ce que vous pouvez faire à une échelle opérationnelle et votre vision stratégique des choses. Stratégique par rapport à votre profession, par rapport à votre carrière, par rapport à votre contexte. Parce que c'est facile d'énumérer tout ce genre de choses-là sans prendre en considération en fait le contexte très spécifique de chaque personne. Je suis sûr qu'ici, dans cette chambre virtuelle, il y a des gens qui réussissent beaucoup ce qu'ils font, mais qui ont des doutes. Il y a d'autres qui réussissent pas et qui ont beaucoup de doutes. Il y a d'autres qui ont d'autres engagements très personnels, très financiers. Ça ne leur permet pas en fait d'avoir le recul nécessaire pour approcher les problèmes. Ça serait quand même beaucoup de privilèges de venir vous dire aujourd'hui, voilà, non, 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 réfléchissez seulement au volet stratégique, tout va bien par la suite. Non, ça serait quand même très incorrect. L'important, c'est de savoir que oui, il y a des situations très, très difficiles parfois. Et difficile, vous pouvez le mettre même à un niveau vraiment très mauvais. Donc, imaginez par exemple les personnes qui y a autour de vous, bien que vous connaissez, il y a certainement une personne aujourd'hui qui passe un très mauvais quart d'heure. Un très mauvais quart d'heure en termes de finances, en termes d'emploi, en termes de famille ou n'importe. On a deux chemins réellement. Bah, il faudrait vraiment s'arrêter et commencer à faire certaines corrections. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Parce que c'est la seule chose qu'on peut contrôler aussi. Parce que oui, il y a des solutions temporaires. Oui, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider. Mais en fin de compte, vous êtes quand même confronté vous-même à une certaine réalité que, en dehors des conseils que vous pouvez avoir de la part des professionnels dans le marché, que vous pouvez voir sur YouTube, sur d'autres plateformes, prenez en considération les éléments qui constituent ce contexte-là. À partir de là, développez les leçons à retenir pour vous-même et essayez de créer une combinaison entre les deux, entre être et faire, entre vraiment le volet opérationnel de votre recherche d'emploi et de votre gestion de carrière en général, et le volet stratégique de qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai appris auparavant, quelles sont les industries que je dois éliminer, comment je peux naviguer un système où il y a plus ou moins des crises qui reviennent assez souvent. Euh, Quatrième chose, et ça c'est très important, et j'ai vraiment essayé pas j'ai essayé, j'ai vraiment pensé à ça lorsque je savais voilà, que je vais parler à des gens qui me ressemblent ou bien qui viennent d'une culture qui me ressemble beaucoup. Moi, je pense que les Tunisiens, les Algériens, c'est pareil, en fin de compte. Peut-être un peu moins les Marocains, ils ont quand même une culture que je vois plus ou moins différente de la nôtre, mais les Tunisiens, les Algériens ont quand même un contexte qui se ressemble beaucoup sur pas mal d'aspects. Après, bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas pareils. C'est qu'il faut quand même accepter et ça je le dis aussi aux hommes dans la chambre ici, il faut accepter qu'on a nos moments de faiblesse. Nos moments de faiblesse dans nos carrières, à une échelle personnelle, on a des moments en fait où on ne sent pas qu'on est, euh, on va dire, qu'on est en train de faire la bonne chose ou bien que le monde respecte nos compétences ou respecte la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Je pense qu'il y a aussi une sorte de sortie de crise ou bien une sorte d'acceptation qu'on peut avoir le moment où on se dit, oui, voilà mes faiblesses, vous n'avez pas besoin de les partager avec le monde, mais faire cette auto-évaluation à une échelle très personnelle et savoir que ça arrive et qu'on doit s'adapter par rapport à ça parce que ça va arriver plusieurs fois. Après, ce que vous allez apprendre jusqu'aujourd'hui, peut-être vous passez à un très mauvais moment. Si vous faites un bon exercice de réflexion autour de ce qu'est votre carrière et votre vie à une échelle professionnelle, peut-être que s'il y a une autre crise dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être dans 5 ans, votre réactivité ou bien proactivité serait même bien meilleure. Mais le travail se fait aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait auparavant. La dernière chose serait, et ça vous pouvez le lire, pour les personnes qui aiment beaucoup par exemple lire sur l'histoire du monde. Quand on parle de l'histoire du monde, on parle de plusieurs histoires bien sûr.
les grandes guerres, les grands conflits, les petits conflits, les grandes crises économiques, les petites crises économiques. Je pense que si vous regardez ça, et je vous invite vraiment, en fait, pour les gens qui aiment explorer un peu ça, et d'ailleurs, je ne vais pas vous dire de lire, je vais vous dire de voir YouTube, surtout dans les chaînes officielles, où il y a pas mal de documentaires sur ça. Et vous allez voir, en fait, que historiquement parlant, le monde a toujours eu, en fait, de bonnes périodes, relativement parlant, après des crises. Et pourquoi? Parce que les crises, en fait, bah, c'est clair qu'ils créent un certain impact négatif, comme par exemple aujourd'hui la perte de vie de centaines de milliers de personnes. D'autres centaines de milliers de personnes sont quand même assez malades pour longtemps éventuellement. Des gens qui n'ont pas aimé ce qui se passe autour d'eux ou bien qui ne passent pas forcément un très bon moment avec la crise actuelle, ce qui fait que ça impacte leur mental, leur santé physique ou n'importe. Je pense que vous allez voir vraiment comment, en fait, ces périodes-là nous permettent de grandir. Et parfois, c'est même forcé. Hein. Je ne parle pas, en fait, du luxe de s'arrêter, de réfléchir et de voir le monde autrement. Non. Je pense que sans le savoir, il faudrait quand même apprendre à apprécier ce genre de choses-là. Si vous êtes ici aujourd'hui, si vous arrivez quand même à subvenir à vos besoins ou bien aux besoins de votre famille, ou bien même si vous êtes en situation très compliquée, sachez que indirectement, vous êtes en train d'apprendre des leçons. Vous êtes en train d'apprendre des leçons sur le marché, sur vous-même, sur comment éviter le piège d'être chez une entreprise. Après, vous vous retrouvez peut-être viré ou bien sans votre emploi pendant une période temporaire ou n'importe. Je pense qu'il y a des leçons qu'on va prendre à une échelle très individuelle et qui nous permettent de grandir professionnellement ou personnellement. Donc, c'est comme le marché, en fait, le marché monétaire, ou bien c'est comme les bourses, ça monte et ça descend. Et après chaque descente, même le pire des crashs que vous avez vus, regardez les courbes, qu'est-ce qui se passe? Bah ça remonte par la suite. Ça remonte parce que à un certain moment, on touche le fond. Il y a toujours un fond. On ne sait pas lequel. Je ne sais pas, je suis pas sûr aujourd'hui si on est en train de toucher un fond, mais il y a toujours un fond qu'on touche et à partir de là, on va rebondir. Est-ce que j'ai une explication pour ça? Il y a certainement une explication, mais moi, je n'ai pas une explication par rapport à ça. Mais je le regarde toujours d'un angle de comment l'humanité, à une échelle collective, à une échelle personnelle, arrive toujours à retenir certaines leçons. On ne parle pas de tout le monde, hein, mais il y a quand même une bonne partie des humains qui savent en fait rebondir. Parce que si on est en train de rebondir, c'est qu'il y a des gens qui ont fait les bonnes choses aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans, n'importe. Et on a deux choix. Oui, on peut se focaliser toujours sur le fait qu'il y a des gens qui contrôlent le marché, il y a des gens en fait qui vont jamais en fait nous permettre d'éviter des crises, il y a ci, il y a ça, il y a telle ou telle chose. Oui, tout ça existe, mais aujourd'hui, même à une échelle personnelle, je vous pose la question par exemple, rappelez-vous de vos problèmes à une échelle personnelle. Quand est-ce que vous avez dépassé telle ou telle étape dans votre vie? C'est lorsque vous avez eu un grand problème et après un certain moment, peut-être il y a des gens qui dépassent ceci en un mois, il y a d'autres après des années. Après un certain moment, une fois vous avez fait un travail sur vous-même et vous avez en fait enlevé les zones d'ombre autour de ce problème-là, vous sortez avec, oui, avec un certain impact. Vous sortez avec certaines blessures qu'on ne voit pas, et surtout dans le marché de l'emploi aujourd'hui, on parle de blessures financières, on parle d'un impact financier qui est quand même assez considérable, mais vous allez toujours sortir avec certaines leçons. Est-ce que ça veut dire que vous allez rebondir d'une excellente façon par la suite? Je ne pense, ce n'est pas toujours sûr. Ça dépend juste on va dire, de votre niveau de réflexion, jusqu'à quel point vous avez posé des questions. Si vous avez vu depuis tout à l'heure, à chaque fois, je vous dis, posez-vous la question, posez-vous la question. Moi, quand je fais n'importe quelle réflexion, surtout quand il s'agit de ma vie personnelle, au niveau professionnel, c'est-à-dire comment j'intègre plusieurs éléments dans la carrière, je dois m'assurer de me poser les questions qui fâchent qui fâche à 100%. Si je ne pose pas en fait les questions qui fâchent, qui me mettent dans une situation inconfortable, ma réflexion elle sera toujours biaisée parce que je ne cherche pas en fait à faire face à mes problèmes tels qu'ils sont. Je suis en train d'essayer de les éviter. Alors que lorsque vous posez les questions qui fâchent ou bien vous posez les questions qui vous mettent dans une situation inconfortable, ça vous pousse à grandir et ça vous pousse à sortir peut-être ou bien à répondre d'une façon inconfortable. Et je le vois à une échelle personnelle, je le vois chez des amis ou bien des connaissances dans le monde professionnel.
les personnes qui sont allées loin par rapport à leurs objectifs, quand je dis loin, chacun peut décrire loin de sa façon. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est allé très loin dans sa carrière professionnelle pour travailler tel ou tel poste dans une entreprise. Non, parce que l'objectif final, il est différent d'une personne à une autre. Et c'est pour ça qu'on parle d'un concept de carrière qui est général, qui n'est pas toujours relié juste à des emplois. Parce que la carrière, ça peut être devenir consultant à plein de temps jusqu'à la fin de votre carrière. Ça veut dire avoir une PME, créer une grande entreprise à un certain moment. Oui, il y a plusieurs éléments qui affectent ça, mais il y a toujours, en fait, des éléments qui peuvent nous mettre dans une situation d'inconfort. Et je pense que l'inconfort est la première source de croissance. Et c'est la première source de croissance professionnelle. Euh, Essayez même de voir vous-même dans vos emplois actuels ou bien dans les emplois que vous avez auparavant. À chaque fois que vous avez eu un emploi où vous êtes passé par une situation très délicate, je peux vous assurer que quelques semaines après, ce n'est plus le cas. Quelques semaines après, une fois que vous avez capté ce que c'est, que vous avez retenu la leçon, bah, votre réaction par rapport à ce genre de problème n'est plus la même. Votre façon d'aborder mais même des problèmes similaires n'est plus la même parce que vous avez déjà grandi d'un petit centimètre. C'est un centimètre de plus à chaque fois qui vous fait arriver à votre destination finale. Encore une fois, la destination finale, elle dépend on va dire, des préférences de chaque personne. Donc, c'est clair que voilà, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Je vais m'arrêter ici pour voir s'il y a des questions. La présentation, elle est disponible avec Youssef au cas où vous en avez besoin. Si vous avez besoin on va dire de conseils très, très spécifiques par rapport à une situation très spécifique, vous pouvez me contacter sur LinkedIn pour voir si je peux faire quelque chose pour vous ou pas. Merci Dali pour la présentation. Parfait. Donc, oui, tu peux laisser le dernier slide pour tes contacts. Voilà. Voilà. Donc parfait. Merci Dali pour la présentation. Euh, je commence par là où Dali a terminé. Donc, vous pouvez le contacter. Ses contacts sont affichés sur le slide. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez poser des questions, juste levez la main. Il y a juste un bouton en bas de votre fenêtre Zoom qui s'appelle lever la main ou raise hand. Et comme ça, on va vous donner la parole à tour de rôle s'il y a plusieurs personnes qui veulent poser la question en même temps. Dali, il y a une question qui s'est posée dans le chat. C'est que, tantôt, tu disais, je pense, si j'ai bien compris la question, c'est que de faire beaucoup de réflexions sur nous, mais c'est quoi les bonnes questions à poser à l'employeur dans cette crise? Je pense, Ah, si j'ai bien compris, genre, là, on met un exemple. Est-ce que c'est une bonne question de poser la question? J'ai un peu de la misère à lire mon écran. c'est pas grave. Est-ce que l'employé ou plus la personne qui passe l'entrevue peut poser la question comment vous avez géré la crise? Comment Oui, vous... absolument. C'est ça. Absolument. Moi, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. On parle toujours en fait du concept où lorsqu'on travaille chez quelqu'un, ben, on met notre carrière, notre vie entre les mains de cette personne-là. Ça peut être c'est une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une entreprise. Euh, je pense que les entreprises ont aussi des comptes à rendre aujourd'hui, des comptes à rendre sans pour autant d'être en devenant responsable, en étant responsable de nos vies. Euh, si vous approchez une entreprise ou bien vous faites des entrevues et on vous donne euh, l'espace et le temps de poser des questions, moi je pense que c'est la première question à poser aujourd'hui dans le contexte actuel parce que ce n'est pas juste relatif en fait à la crise sanitaire actuelle, ça peut vous donner une indication sur n'importe quelle autre crise par la suite. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a réagi d'une certaine façon, qui a fait telle ou telle chose pendant le coronavirus, ça peut me donner une indication sur ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Si, par exemple, dans 2, 3 ans, on rencontre d'autres crises, que ce soit sanitaires, financières ou n'importe, bah, les entreprises, en fait, ils auront toujours certaines habitudes. Ils ont toujours, en fait, un plan de sortie, si je peux le dire comme ça. Donc, posez la question, est-ce que vous pouvez me dire
comment la transition pendant la période du virus s'est passée, quelles sont les initiatives que vous avez implémentées pour vos employés pendant cette période. Qu'est-ce que vous voyez comme changement majeur en tant qu'employeur? Est-ce que vous voyez qu'il y a des changements majeurs dans votre façon d'approcher la gestion de vos employés avant le virus et après le virus? Les entreprises qui sont inconfortables avec cette question, moi, je pense que vous pouvez les éliminer, sauf si vous n'avez pas le luxe, bien sûr, en fait, de rejeter des emplois, parce que ça, c'est important, je dois toujours le répéter. Mais si vous avez vraiment le luxe de choisir, c'est-à-dire vous travaillez, il n'y a pas urgence, il n'y a pas le feu dans la maison pour chercher un autre emploi et vous allez changer d'emploi, ben, vous changez d'emploi, au moins essayez que ça soit un peu meilleur que l'ancien emploi. Et rien que la gestion de la crise actuelle, pour moi, ça met certains employeurs à, on va dire, à une certaine échelle de perception. D'autres, ils vont descendre dans cette échelle-là. Je reste quand même, euh, c'est quand même un sujet très important pour moi parce que mes candidats le posent, plusieurs candidats le posent, pas tous. Et je reste quand même assez fier en fait d'expliquer ce que nous faisons là où je travaille, ce que nous avons fait, comment on a protégé tous les emplois à 100%, comment on a, on va dire, soutenu euh, les personnes, que ce soit célibataires, mariés, avec des enfants dans leur transition de travail à la maison. On était vraiment très proches. Ils étaient vraiment très proches de nous. Ils ont vraiment collecté les bonnes informations. Ils sont revenus avec des solutions. Ça n'a pas toujours été parfait à 100%, mais la volonté, elle était là, les intentions étaient là et les faits et les actes étaient là. Donc, dans un contexte pareil, moi, je pense que c'est la moindre des choses de faire. Parfait. Merci d'aller pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser la question ou plutôt poser une question? C'est juste de le mentionner, comme ça on va vous unmute, comme, parce que vos micros sont coupés pour l'instant. Il reste quand même 7 minutes. OK. L'idée, encore une fois, c'est sur laquelle je veux toujours revenir. La recherche d'emploi ne doit jamais être traitée d'une façon indépendante. Ce n'est pas un sujet qui peut être traité en excluant tous les autres indicateurs, les éléments internes et externes. Quand je dis éléments, c'est-à-dire internes, c'est principalement les éléments qui font partie de votre vie à une échelle très personnelle. Les éléments externes, c'est l'état des lieux, la crise actuelle, là où on est, la crise économique qu'on vit, l'impact de cette crise-là en fait sur le court et moyen terme. Un très bon chercheur d'emploi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une approche vraiment un peu plus complète. Trouver des emplois sur Internet et envoyer un CV, que ce soit un bon CV, un mauvais CV, c'est vraiment très outdated. C'est vraiment, on va dire, une approche qui, pour moi, n'est plus la bonne. Parce que si vous n'avez pas une compréhension de votre marché, le marché dans lequel vous opérez à une échelle professionnelle, je ne parle pas de la ville de Montréal, par exemple, la ville de Québec ou n'importe où, je parle vraiment de euh, le marché économiquement parlant. Vous travaillez dans le marché automobile, par exemple. Est-ce que vous avez une compréhension de ce marché-là et quel a été l'impact de la crise actuelle sur ce marché? C'est quoi le potentiel de ce marché-là? C'est des informations qui sont extrêmement importantes. Je reste quand même assez choqué et assez surpris sur comment à chaque fois, en fait, j'appelle un candidat et on se retrouve, par exemple, avec une personne qui n'a aucune idée sur ce qu'elle a, c'est-à-dire la candidature qu'elle nous a envoyée, quand est-ce qu'elle a envoyé ça, et ce que nous faisons en fait en tant que compagnie. Je pense que ça me donne quand même une indication que c'est une personne en fait qui cherche à sous-traiter la gestion de sa carrière aux employeurs. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est que même si une personne peut être excellente en termes de compétences techniques, ça me donne certaines indications sur sa réactivité, son adaptabilité s'il y a d'autres crises lorsqu'il deviendrait un employé. Donc, il va toujours chercher en fait que quelqu'un d'autre lui donne la solution, que quelqu'un d'autre lui offre en fait des alternatives. L'idée est la même. Pour votre carrière, il ne faut pas arriver à un point où vous dépendez des crises. Beaucoup de gens qui ont perdu des emplois maintenant ont eu cette approche, d'autres ont perdu leurs emplois parce que voilà, ils ne peuvent pas contrôler ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous dire que vous avez perdu dans votre emploi, donc ça veut dire que c'est votre faute. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'idée, c'est que si on va rencontrer des crises pareilles, ayez toujours une certaine présence d'esprit pour répondre autrement. Ayez toujours, en fait, une autre façon de regarder le marché de l'emploi. Arrêtez de penser que la réponse pour votre emploi ou bien pour trouver un emploi
et seulement sur le CV, et seulement dans les entrevues, et seulement dans ce que vous trouvez sur Internet. On n'est pas quand même il y a 20 ans où on devait chercher les emplois dans les journaux. Aujourd'hui, les emplois sont on sait où on trouver des emplois. On sait, on connaît les plateformes. Vous les connaissez tous, je ne vais rien vous apporter de nouveau. Vous savez ce qu'il doit y avoir dans un CV. D'ailleurs, si je compare les CV que je lisais il y a quelques années et aujourd'hui, on voit quand même une nette amélioration des CV. Pourquoi? Parce que les gens qui écrivent des CV sont partout. Parce que les gens peuvent regarder une vidéo sur YouTube ou lire des articles et corriger leur CV eux-mêmes. Parce que les gens ont quelqu'un dans la famille ou dans les amis qui ont, on va dire, cette compétence ou bien qui connaissent les techniques nécessaires pour écrire un CV, une lettre de motivation. Mais ce n'est pas ça la réponse. La réponse, elle revient vers un plan un peu plus général sur qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma carrière, que ce soit je viens de terminer l'université ou bien je travaille depuis quelques années, où est-ce que je suis aujourd'hui par rapport au monde dans lequel on est, dans mon industrie, dans ma ville, dans ma région, parce qu'il faut prendre aussi ces éléments en considération. Quelles seraient les pistes de réflexion qu'on peut avoir? Je ne veux pas vous dire ou je ne veux pas en fait que vous arrivez à dire, oh d'accord, à partir d'aujourd'hui, je vais arriver à telle ou telle chose en 2023. Non, ce n'est pas ça. C'est pareil, avoir des pistes de réflexion qui peuvent vous mener à plusieurs alternatives. Et c'est là la flexibilité, l'adaptabilité dont on parle. Aujourd'hui, rappelez-vous en fait, et j'espère que vous allez vous rappeler d'ici 10 ans, ou même parler à des professionnels de l'emploi, c'est-à-dire des professionnels RH ou bien des gens qui sont des gestionnaires dans leurs entreprises, qui recrutent assez souvent, parlez-leur de l'avenir de l'emploi. L'emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui, il ne va plus exister dans 10 ans. Je peux parier tout ce que vous voulez dessus. Pourquoi? En fait, parce que on est en train d'aller plus vers une approche projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus on avance, que ce soit au Canada ou dans les autres pays, hein, plus on avance, plus on va aller vers une approche qui est plus CDD que CDI. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrat contre les postes permanents. Et pourquoi? Parce que les entreprises veulent quand même c'est-à-dire enlever cette responsabilité de gérer la carrière d'une personne et plutôt se focaliser sur les compétences. Et ça serait quand même quelque chose de bien pour les professionnels qui sont quand même bons dans leur domaine. Vous faites votre contrat, vous avez terminé ce projet, au revoir et merci. Vous cherchez un autre client avec lequel vous allez faire des contrats, au revoir et merci. Il y a un rapport en fait de chez PwC qui a été, je pense, publié il y a 2 ou 3 ans, qui parlait, on va dire, de la composition du marché d'emploi américain entre les contractuels, les consultants de tous bords, quel que soit leur domaine, et les personnes qui travaillent d'une façon permanente. Et ils ont bien sûr travaillé avec pas mal de très grands employeurs pour savoir en fait quels sont leurs objectifs en termes d'emploi, comment en fait ils voient l'avenir de l'emploi, la gestion de carrière, la présence dans les bureaux et tout. Et la prédiction en fait de Price actuellement, c'est qu'il y a quand même deux fortes possibilités que vers l'année 2030, on arrive à 75% du marché qui sont des contractuels. Ce qui est quand même un chiffre très très fort, très très important. Pourquoi? Parce que le monde des affaires, il va toujours, pour moi, hein, je pense qu'il va toujours opérer avec cette approche de je diminue le coût, j'augmente les gains quelque part. Ça ne va pas disparaître demain. Il va toujours y avoir cette réflexion-là. Et l'idée, en fait, d'avoir plus de contractuels que de permanents, c'est d'éliminer les coûts, en fait. Et c'est quand même assez intéressant que les gens pensent, en fait, que les contractuels sont payés plus, donc ça coûte plus d'argent aux compagnies. Pas toujours. Parce qu'en fait, un employé permanent, bah, il y a beaucoup de charges derrière ça, que ce soit des charges directes qui sont reliées à son emploi tel qu'il est, et aussi les charges sociales. Alors qu'avec un contractuel, ce n'est pas le cas. Oui, on vous paye un peu plus, fort probablement, mais ça ne veut pas dire que vous coûtez plus à l'entreprise. Fort probablement, vous coûtez moins. Donc, si vous prenez en considération, ou bien si vous commencez quand même à rechercher un peu, ou bien à lire un peu sur l'avenir du marché de l'emploi dans le monde qu'on connaît actuellement, ou bien au Canada pour les personnes qui vont rester ici pour encore des dizaines et des dizaines d'années, ou bien qui vont aller dans d'autres pays et rechercher ces pays-là, essayez de savoir en fait c'est quoi les tendances d'emploi. Je ne parle pas juste c'est quoi les emplois disponibles ou bien c'est quoi les salaires. Ça, c'est des informations que le marché assez souvent est en train de collecter, est en train de distribuer sur Internet. Mais plutôt réfléchissez à quels sont les scénarios auxquels on fait face aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, par exemple, qui s'est arrêté pendant cette crise-là pendant 3 mois et se dire, ça fait quand même un peu peur ce qu'on est en train de vivre actuellement en termes économiques. Je vais essayer de creuser un peu plus la question et voir
quel est l'avenir de ce marché, du marché là, dans lequel où je suis? Quel est l'avenir de telle ou telle industrie qui m'intéressait auparavant ou bien qui m'intéressait toujours? Est-ce que ça va changer ou pas? C'est quoi le rapport entre nous et les employeurs? Et on parlait de ça au tout début avec Youssef, avant que quelques personnes rejoignent ici, on parlait de travailler de la maison ou pas. Je pense que le fait de travailler de la maison pour beaucoup de monde par rapport à la normale, parce que ça va continuer, c'est surtout, ça rejoint totalement l'idée d'avoir plus de consultants que de personnes qui travaillent d'une façon permanente. C'est-à-dire, on a un contrat de responsabilité entre nous, entre les deux. Je suis une compagnie, vous êtes un consultant, vous avez telle ou telle compétence, j'ai besoin de vous pour travailler ça, vous le terminez et vous allez partir. Et vous allez voir ceci de plus en plus parce que euh, il y a beaucoup de noms sur le marché qui vont essayer carrément d'optimiser leur façon d'approcher les revenus et les profits. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer, parce que si vous enlevez pas mal de coûts quand même, est-ce que vous allez chercher toujours le même niveau de revenu? Fort probablement pas. Mais vous allez quand même, en tant que compagnie, vous allez quand même commencer à éliminer pas mal de problèmes. Parce que quand vous éliminez des coûts d'une façon permanente, vous éliminez les problèmes qui sont reliés à ces coûts-là. Et par exemple, quand vous éliminez le travail du bureau, bah, vous éliminez en fait des bâtiments que vous avez et vous allez éliminer les problèmes qui sont reliés à la gestion de ces bâtiments-là. Donc, vous allez, en tant que compagnie, vous focaliser seulement sur le end goal. Et c'est quoi le end goal que vous avez? C'est voilà, générer des revenus par rapport à vos lignes d'affaires et puis c'est tout. Donc, une réelle invitation, une vraie invitation, quelque chose de vraiment de très sincère de ma part, commencez à lire. L'idée, c'est pas de vous faire peur, l'idée, c'est de vous responsabiliser par rapport au contexte actuel. Moi, je pense qu'on est en train de vivre une période très intéressante qui va définir les contours de nos vies carrément, parce que voilà, l'état des marchés, l'état financier des marchés, elle impacte directement l'argent qui rentre dans nos poches. La dynamique économique dans nos villes, elle impacte directement l'argent dans nos poches. Aujourd'hui, je vous donne un petit exemple avant de redonner la parole à Youssef. Euh, les gens, en fait, qui malheureusement, reviennent sur le marché pour chercher un emploi, parce que voilà, ils ont perdu leur emploi, et ils disent, en fait, j'accepte ce que vous payez. J'accepte même 25% moins, 30% moins de ce que vous payez dans un temps normal. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont profiter de ça. Je le déconseille. Je ne veux pas dire aux gens en fait de ne pas le faire parce qu'encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont des obligations financières. Mais quand vous rencontrez une situation pareille, rappelez-vous de quelque chose. Dans une crise économique, il y a toujours une inflation qui commence à apparaître de plus en plus. C'est-à-dire on a toujours un niveau d'inflation plus ou moins contrôlé dans un temps normal. Aujourd'hui, il y a une plus grande inflation et on va avoir l'impact de ceci sur les prochains mois. On va commencer à voir en fait les grands changements, surtout au début de l'année prochaine. Quand vous avez une plus grande inflation, en fait, un taux plus élevé et vous demandez moins de revenus, en fait, l'écart dans un temps normal, il était comme ça. Vous n'allez que le booster encore plus et ça va devenir tel. Donc, c'est pour ça que c'est une approche que je ne conseille pas, sauf si, encore une fois, vous êtes vraiment en face du mur, vous êtes dans une situation vraiment très inconfortable, je comprends, mais commencez en fait à réfléchir autour de votre carrière parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Merci Dali pour tous ces conseils très, très, très précieux. Euh, je dirais un grand, grand merci pour toutes ces hints. J'arrive pas à trouver les bons, la bonne traduction, mais pour vrai, c'est un bon moment de réflexion. Peut-être le luxe, je vais pas dire qu'on n'a pas ce luxe, mais on l'a à différents niveaux. Il y en a ceux qui ont ce grand luxe de travailler de chez eux pour faire cette réflexion, mais il va toujours avoir un petit degré de faire cette réflexion qui est très importante. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous partager l'écran. Euh, Comme ça, vous allez. Donc, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter et sur YouTube. Donc, par exemple, la présentation d'aujourd'hui que Dali vient de faire, elle sera disponible bientôt. Donc, vous pouvez voir, par exemple, il y a le webinaire 3 qui est déjà en ligne. Sinon, pour rien manquer dans le futur, je vous ai montré les différentes réseaux sociaux, plateformes, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Nous avons notre site web qui s'appelle infomaghreb.com. Donc, juste ici, au niveau de newsletter, donc
saisissez votre courriel. Comme ça, vous allez être ajouté à la mailing list et vous allez recevoir toutes les nouveautés au niveau de CCA. Le Centre culturel algérien, on en fait beaucoup, beaucoup de formations, d'activités, d'écoles d'arabe pour les petits-enfants. On a fait, par exemple, le mois de Ramadan, deux grosses opérations, comme vous voyez ici, de faire la collecte de Zakat Fitr. On a atteint les 25 000 $. Puis, on a fait aussi au début de Ramadan, collecter de l'argent pour l'iftar. On a collecté 10 000 pièces aussi. Fait que, donc, je vous invite à consulter tous nos plateformes. Encore une fois, Dali, je te dis gros merci. Je te donne la parole pour un dernier mot. J'espère vous voir tous en bonne santé, ce qui est le plus important, Tao. C'est difficile pour beaucoup de monde, surtout en fait, et je pense que c'est le cas de plusieurs ici. On n'est pas certainement avec nos grandes familles, comme on le sait. Il y a certains ici qui sont en famille, il y a beaucoup ici qui ne sont pas en famille. Rappelez-vous que voilà, ne restez pas dans votre coin, posez des questions. Il y a des gens qui vont jamais vous répondre, il y a des gens qui vont vous répondre. Donc, faites-le. Vous ne perdez rien en fait à poser des questions, vous ne perdez rien à taper sur certaines portes. Et je pense que voilà, l'idée que je veux vraiment que vous rentrez avec, c'est que il faut s'habituer qu'on vit dans un monde difficile. C'est un monde difficile ou qui peut être cruel parfois, mais qui peut être vraiment très positif parfois. Ça dépend de notre façon de se préparer, ça dépend de comment on se prépare sur le long terme. La communauté maghrébine, au-delà en fait de tout ce qu'elle, c'est-à-dire les obstacles qu'elle peut avoir de temps en temps, ou bien assez souvent, n'importe, ça dépend des situations. Moi, je pense qu'elle a toujours eu une bonne façon de réagir. On a quand même un sens de débrouillardise et d'adaptation qui est quand même assez élevé. Et c'est quelque chose qu'on pourrait amener vers nous, avec nous, vers nos carrières, notre présence avec les professionnels ici, quand on fasse des entrevues. Démontrer un bon niveau de confiance, c'est tout ce dont vous avez besoin maintenant, sans tomber dans les excès, bien sûr. J'espère qu'un jour, en fait, pas un jour, je pense que ça va venir. J'espère qu'à un certain moment, on refasse visite au centre, au local du centre, ou bien on repasse une conférence comme l'autre année pour Avec pouvoir plaisir. avoir plus de temps, certainement. OK. Dali, je m'excuse vraiment. C'est de mon erreur. Oui, Il y a Ratiba qui voulait poser une question. J'ai pas vu oui, le. Donc, sans problème. Ratiba, Dites-moi. la parole est à toi. Donc, tu peux poser ta question. Je vous remercie. Bonjour. Je vous Bonjour. remercie pour la présentation. Et je vais vous raconter en fait le topo. Je vais vous expliquer carrément. Et puis après, je vous poserai la question. Mhm. Enfin, ma situation, elle est un peu, je dirais pas compliquée. Attention et ce qui va avec. Euh, il y a quand même une grande séparation entre les employeurs et le gouvernement, à partir de zéro, mais peut-être à partir de un ou deux, et vendre cette expérience-là telle qu'elle est. C'est-à-dire, euh, vous avez travaillé chez Naftal, c'est ça, hein, si je ne me Ouais, trompe pas. effectivement, Voilà. Donc, Naftal, oui. c'est ce que j'ai trouvé sur LinkedIn. Donc, Ah. qu'est-ce que vous avez appris chez Naftal pendant votre parcours? Donc, si je comprends bien, vous avez travaillé principalement les compétences que vous avez au même niveau d'emploi à Montréal. Donc, je vais prendre un instant. Je vais juste voir en fait la société dans quel domaine là. Donc, Naftal, ça dit Oil and Energy. Donc voilà, c'est domaine pétrolier, domaine énergétique. Donc, si on prend une compagnie qui opère dans le même domaine ici, ça se ressemble beaucoup et ils cherchent quelqu'un qui a une expérience similaire par rapport à la vôtre. Dans un temps normal, si vous avez fait vos études ici, si je regarde votre expérience en termes quantitatifs, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait réellement, mais en termes quantitatifs, quand même, vous avez quand même passé, allez, 15 ans chez Naftal, Toujours, ouais, Naftal. euh, avec plusieurs postes, donc vous avez déjà progressé au sein de la compagnie. Ouais. Moi, je dirais, il y a quand même facilement vous êtes facilement sur une échelle salariale entre 80 000 à 100 000. Par contre, puisque vous êtes nouvelle au marché et vous voulez postuler à un emploi, vous allez fort probablement ne pas être considéré, on ne va pas vous considérer pour un emploi au même niveau, mais Mhm. on va éventuellement vous considérer pour on va dire un emploi en tant que coordonnatrice. Et coordonnatrice qui pourrait sur le moyen terme, pas le court terme, sur le moyen terme, reprendre le même niveau que vous avez eu auparavant. Donc là, on parlerait à ce moment-là d'un niveau salarial d'éventuellement 45 ou bien 40 même. Donc, Mhm. c'est juste pour vous montrer la différence. L'objectif, c'est quoi?
votre objectif, il est plus sur le long terme. Quand vous êtes nouvelle ici, au Canada, regardez toujours l'objectif sur le long terme. Arrêtez de regarder qu'est-ce qui sort de cet emploi-là, pourquoi on ne me donne pas un emploi à la hauteur de mes compétences. Ma recommandation, elle restera le même, ça, elle ne bougera jamais à n'importe quel immigrant que je rencontre ici. Regardez quel type d'emploi vous voulez avoir dans 5 ans ici, qui est fort probablement très aligné à votre domaine de compétences que vous amenez avec vous, et cherchez la première porte qui va vous amener à la deuxième et la troisième. Et je peux vous assurer, je le garantis à 100% à n'importe quelle personne ici, et je défie tout le monde par rapport à ça, que vous allez avoir le même niveau salarial que le marché, pour ne pas dire plus. Moi, quand j'ai commencé au début, c'était la recommandation que j'ai eue. C'est rester dans le même domaine que je maîtrise à 100%, accepter que la barrière à l'entrée, elle est quand même très haute, donc il faudrait écraser la barrière salariale en acceptant bien moins. Je pense que j'étais payé moins qu'un étudiant qui sortait de l'université. Mhm. Mais 4 ans après, quand je regarde un peu les différences, aujourd'hui, je suis dans le top 10% de mon marché, dans mon domaine à moi. La raison est simple. Je ne pense pas que ça a à voir avec l'intelligence ou bien qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Il y a plusieurs éléments qui sont intégrés, bien sûr, mais surtout que j'ai accepté de prendre mon domaine d'expertise, mais à un niveau plus bas à Montréal. J'ai démontré à ces gens-là que je peux m'adapter pendant les 6 premiers mois, la première année. Par la suite, j'ai eu beaucoup plus de visibilité parce que le marché restreint de mon domaine me connaît aujourd'hui en termes professionnels. Et la deuxième étape est bien plus facile. Et je pense que Youssef peut dire ça, ou bien n'importe quelle autre personne ici peut dire ça. La première étape ici, c'est l'étape qui définit beaucoup dans votre parcours en fait professionnel sur le long terme. Si vous allez bien sûr rester, si votre problématique de papier, de permis d'emploi, elle a été résolue à un certain moment. Et puis voilà. Donc, focalisez-vous juste sur votre expérience en tant que telle, qualitativement parlant. Qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui avec vous dans vos bagages? Comment vous pouvez le vendre pendant des entrevues? Trouvez-vous un emploi qui commence vraiment à une échelle un peu plus basse que ce que vous avez fait auparavant. Une fois vous avez votre bureau, votre place au sein d'une compagnie, montrez-leur que oui, vous méritez bien plus, et ils vont le faire. Moi, je pense que je ne veux pas généraliser, mais dans la plupart des cas que j'ai vus ici, quelles que soient les origines de ces gens-là, les gens qui ont montré un sérieux, un vrai travail, une vraie connaissance de leur domaine ici, en amenant cette diversité d'expériences d'un autre pays, ils ont réussi. Ils ont réussi, les cas ne manquent pas, on n'en parle pas assez parce que c'est bien plus facile de parler de problèmes, c'est bien plus facile de parler de discrimination. Elle existe, je vous le dis dès maintenant. Par contre, est-ce que je peux la contrôler? Encore une fois, j'en reviens à ce qu'on a dit pendant la présentation. Non. Si je ne la contrôle pas, je la dépasse. Je me concentre seulement sur ce que je peux contrôler, qui est votre expérience qui semble qualitativement bonne. Il faut juste la vendre. Je vous remercie et bonne Merci. continuation. Merci beaucoup pour ces Ouais, conseils. Merci Merci. Ratiba pour Oui, la question. merci. Je demanderai à Mourad s'il veut poser une question. Donc, Mourad, il a demandé de. Salam alaikum. Ouais, comme ça, là, مرحبا marhaba. مرحبا. Juste, j'ai deux questions. Je m'excuse, j'ai raté un petit peu j'avais un appel urgent, donc j'ai raté une partie de la présentation. J'ai deux questions. On a parlé d'indicateurs d'activité. Est-ce que c'est le nombre de CV ou la qualité des entrepreneurs, des employeurs qu'on cherche? Ça, c'est ma première question. Et est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, comment on peut s'auto-évaluer suite à une entrevue, sachant que généralement on sort ou bien avec une déception ou bien qu'on est certes sûr que tout va bien. Est-ce qu'on est capable de contacter les employeurs? Moi, je l'ai fait dans le passé, mais généralement, ils ne répondent pas. Donc, est-ce que c'est ces deux points-là, si vous pouvez Oui. Merci. Merci Mourad. Les indicateurs, je pense que c'est les deux. Quand on cherche un travail, ou bien dans n'importe quel autre, on va dire, domaine, ou bien approche, ou bien problématique que vous essayez de régler, faut toujours regarder le volet quantitatif et qualitatif. C'est pour ça d'ailleurs que on va dire les indicateurs de performance au sein d'une entreprise, la base généralement, elle est quand même constituée de pas mal d'indicateurs quantitatifs. Pas mal, pas tous, mais pas mal d'indicateurs quantitatifs. Et plus on monte, plus on se concentre sur le volet qualitatif de la chose. Pour la recherche d'emploi, pareil. Donc, question de nombre, je n'ai pas un emploi.
par exemple. Ou bien je suis vraiment à la recherche d'un emploi d'une façon imminente. J'aimerais bien que ça soit fait le plus tôt possible. Pareil, 100 candidatures, ça reste mieux que 10. 200 candidatures, ça reste mieux que 5. 50, c'est mieux que 30, n'importe. Donc, la première chose, c'est d'augmenter le nombre parce que vous ne connaissez pas les profils de ces entreprises. C'est-à-dire, vous avez une description, vous avez fait votre recherche, fort probablement, vous dites, voilà, je pense que ce sont des secteurs qui répondent à pas mal d'exigences que j'ai actuellement, surtout les exigences dont on a parlé pendant la présentation en termes de stabilité, en termes de vision sur le long terme, les secteurs qui ne sont pas touchés et tout ce qui va avec. Par la suite, vous allez découvrir le volet qualitatif. Et le volet qualitatif, il est généralement reconnu lorsque vous commencez à passer des entrevues. Lorsque vous commencez à passer des entrevues, là, on va regarder un peu plus, vous allez creuser un peu plus sur ce que vous avez dit ou ce que vous n'avez pas dit, quelles sont les choses qui ont été considérées, les choses qui n'ont pas été considérées. Et ça va rejoindre beaucoup, en fait, l'élément, la deuxième question que vous avez posée. La deuxième question que vous avez posée, elle est réellement sur le fait que comment on peut se faire une auto-évaluation. Quand vous avez passé des entrevues, vous n'avez pas eu de réponse, ou bien vous avez eu une réponse négative. Il y a deux raisons. Ou bien vous avez fait le nécessaire et quand même vous n'êtes pas été pris parce que la personne n'est pas intéressée, ou bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait mieux que vous, il ne faut jamais l'oublier, ou bien vous avez vraiment fait une mauvaise performance, vous avez vraiment livré une mauvaise performance pendant l'entrevue. Et pour savoir réellement comment vous évaluer, c'est lorsque vous passez plusieurs entrevues en fait. Parce que quand vous passez plusieurs entrevues et quand on voit qu'il y a une tendance de rejet, il y a une tendance de rejet qui rejoint une certaine, on va dire certaines raisons ou bien certains points de notre candidature, c'est là qu'on se pose et on se dit, je pense honnêtement que telle ou telle chose, il ne faut pas que je la redise, il ne faut pas la présenter de telle ou telle façon. Voilà comment je pourrais la présenter. Et si vous êtes en face de recruteur, pas recruteur, c'est-à-dire une personne qui va recruter pour son équipe, parce que le recruteur n'est pas forcément la personne qui recrute. Le recruteur, c'est un administrateur ou un conseiller. Par la suite, vous avez le gestionnaire principal d'une équipe qui va recruter lui-même. Si vous faites ceci par vidéo ou bien face à face, je peux vous assurer que il y a beaucoup de chances en fait que vous captez la réaction de la personne en regardant bien son visage. Si vous avez dit quelque chose que l'autre n'aime pas forcément, il va faire un petit tic, fort probablement. Parce qu'on ne se contrôle pas assez, parce que l'humain, en fait, il n'est pas bon pour cacher ses émotions, ses expressions faciales. Donc, je pense toujours qu'il y a une première réponse là. Par contre, moi, je dis toujours, en fait, que j'ai pas mal de mes clients, ils viennent de me dire, écoute, Dali, j'ai postulé 20 fois, 30 fois, 18, 50, n'importe, voilà les entreprises, il n'y a rien qui se passe. Je leur pose la question, quand est-ce que vous avez fait une réflexion autour de ces rejets? Je ne parle pas de tous les rejets, mais au moins les entreprises avec qui vous avez fait une entrevue. Listez-les. Dites-vous par exemple que voilà les réponses que vous avez eues, ou il y a aussi la possibilité que vous n'avez pas eu reçu de réponse, et commencez à trouver des pistes de réflexion autour d'éventuelles raisons pour lesquels vous n'étiez pas accepté. Parce que si aucune entreprise ne vous donne un feedback ou bien ne vous répond pourquoi vous n'êtes pas été retenu, il faudrait chercher la réponse. Et la réponse, elle n'est peut-être pas en vous. Hein. Il se peut que c'est un élément que vous ne contrôlez pas. Et c'est pour ça que la réflexion, elle est importante. Parce que si vous commencez à réfléchir et à voir, en fait, d'accord, je pense que j'ai fait telle ou telle chose d'une façon correcte. Je me suis préparé correctement ici. J'ai bien dit ça. Et malgré ça, en fait, vous n'êtes pas encore pris, il se peut que c'est d'autres éléments, y compris la discrimination ou bien y compris quelqu'un de mieux. Parce qu'on oublie toujours, on postule à l'emploi et dans le contexte actuel qui est encore pire qu'un contexte normal, est-ce que vous avez une idée sur combien de personnes ont postulé avec vous et qui ont les mêmes souhaits que vous et qui sont sortis de l'entrevue avec l'impression qu'ils ont bien fait? Moi, si je calcule en fait le nombre de personnes qui reviennent vers moi après leurs entrevues avec les gestionnaires qui me disent Dali, je pense que ça a été excellent, j'attends votre retour. Je n'attends jamais un message différent. C'est rare. Alors là, c'est vraiment rare qu'un candidat ou une candidate vienne me dire Dali, je pense que j'ai foiré. Et parce que les gens ne font que regarder les choses de leur propre côté en fait. Ils oublient qu'il y a fort probablement 2, 3, 5, 100, 200 candidats de plus avec eux. C'est-à-dire, même si vous pouvez faire la meilleure des performances ou bien la meilleure approche dans vos entrevues, il y a quand même une possibilité, je ne sais pas si elle est petite ou grande, que quelqu'un a fait mieux que vous. Donc, une façon de regarder ça, c'est de ne pas être aussi rude avec vous-même. Quand vous faites votre évaluation, faites-la
un maximum de neutralité, un maximum d'objectivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Si je regarde plusieurs entrevues, je vais voir une tendance de certaines choses que les gens n'aiment pas et les gens aiment. Et je le dis ici, je ne sais pas combien d'années vous avez ici, mais parler le français et l'anglais n'est pas tout en fait. Je ne parle pas des compétences. On peut parler le français correctement, on peut parler l'anglais correctement, mais la langue, elle a un contexte dans chaque pays. Fort probablement ici, comme vous le savez, on est francophone, donc on parle très bien le français. Notre niveau de français, c'est un niveau qui est très bien recherché ici. Beaucoup ici parlent l'anglais et c'est encore mieux si vous êtes bilingue. Mais n'oubliez pas que chaque deuxième et troisième langue que vous avez, ou quatrième langue ou n'importe, vous pouvez la maîtriser, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir tout le contexte autour de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais parler de la Tunisie. Je ne sais pas pour l'Algérie, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je pense que la Tunisie, dans notre quotidien, dans la façon avec laquelle on a grandi avec beaucoup d'éléments de langage négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne parle pas qu'on est des personnes négatives ou optimistes ou pessimistes. Non, non, non. Je parle de comment on décrit les choses. Une des choses qui m'a quand même choqué et avec laquelle j'ai mis un peu de temps à m'habituer, pas beaucoup, mais j'ai quand même mis du temps à m'habituer parce que je l'ai vu dans les entrevues, c'est que on me posait des questions et je répondais fort probablement une très bonne réponse parce que c'était très relié à mon domaine. Mais je voyais en fait des réactions qui n'étaient pas toujours les bonnes et je voyais aussi, et j'avais des feedbacks par la suite qui me donnaient certaines indications. Et j'ai vu en fait que c'est juste les éléments de langage que j'utilisais n'étaient pas contextualisés. Si vous remarquez un peu, si vous regardez un peu dans l'environnement professionnel québécois, ou bien ontarien, ou bien Colombie-Britannique ou Alberta, j'ai eu quand même la chance de couvrir toutes ces régions depuis que je suis venu ici. Les gens qui ont grandi ici, ou bien qui sont nés ici, utilisent beaucoup dans les éléments de langage qu'ils ont, il y a beaucoup de choses positives. Parfois, en fait, ils prennent quelque chose qui est très simple et ils le décrivent d'une façon très positive. On ne parle pas, en fait, on va dire, de changer, c'est-à-dire une situation ou bien une chose en particulier, on lui donne un aspect rose, non? L'idée, c'est, à chaque fois que vous dites une phrase, dites-vous que c'est la façon avec laquelle vous avez appris à dire telle ou telle chose là où vous êtes auparavant, bien dans le contexte que vous étiez auparavant. Surtout si vous êtes encore une fois nouveau ici. À partir de là, redites la phrase avec les éléments de langage local. Et vous allez voir que je peux vous dire deux phrases en français qui sont totalement différentes, mais qui donnent le même résultat. Dans le sens où comment je décris les choses, juste pour arriver à la même information. Donc, focalisez-vous aussi sur cet aspect-là. Et pourquoi je vous le dis? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très sous-estimé chez les immigrants, quelle que soit leur origine. Hein. Parce que les immigrants, ils viennent avec l'apprentissage d'une langue, ils vont répéter cette langue-là ou bien utiliser cette langue-là. Mais ils utilisent cette langue-là, je parle par exemple des hispaniques, je parle par exemple des gens de l'Europe de l'Est, ils utilisent la langue juste d'une façon grammaticale en enlevant le contexte de dialogue qu'on a ici. Et quand vous enlevez le contexte, en fait, vous vous retrouvez avec des phrases ou bien une description des choses qui sort du contexte ou bien qui ne représente pas le contexte que ces gens-là cherchent. Et je ne sais pas en fait si j'ai bien expliqué la chose ou pas, mais si j'ai une façon d'entraîner les gens à faire ça, je pense qu'il y a pas mal d'immigrants en fait qui vont changer radicalement en fait leur position au sein des entreprises même, dans leur recherche d'emploi, dans les entrevues, dans les réunions d'équipe et tout, parce que on peut maîtriser une langue, mais on peut l'utiliser d'une autre façon qui ne fait pas parvenir notre message de la bonne façon. Merci beaucoup d'Ali pour ces conseils. Mourad, est-ce que tout est beau? بارك الله فيك. فيك بركة. Je poserai peut-être une dernière question si vous avez le temps. Je ne veux pas abuser de votre temps. Rapidement. Okay. Ouais, s'il vous plaît. La première question, c'était planifier ou avoir un plan pour la gestion de carrière. Est-ce que le plan, je m'excuse aussi parce que j'ai raté une partie. Oui. Est-ce que le plan, c'est de regarder sa carrière, formation, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je fais tel, donc dans 5 ans, je devrais faire tel. C'est ça la planification pour éviter des cas d'urgence ou de catastrophe comme actuellement. Moi, je vous dirais de regarder votre profil en entier. Okay. C'était quoi mon point de départ?
qu'est-ce que j'ai fait depuis le point de départ, réellement, c'est on va parler de formation académique. Donc, vous avez étudié, vous avez fait de l'informatique, si j'ai bien compris. Oui, Vous avez eu des emplois. Normalement, vous êtes à Montréal depuis longtemps. Donc, vous connaissez. Je pense que très honnêtement, si je regarde votre profil, je m'attends à quelque chose au début. Je m'attends à quelqu'un qui maîtrise le domaine, en dehors des compétences. Vous maîtrisez votre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Maîtriser les compétences pour faire votre emploi aujourd'hui chez Desjardins est une chose. Maîtriser le domaine, ça veut dire que vous maîtrisez les technologies qui commencent à apparaître dans votre domaine. Vous maîtrisez qu'est-ce qui se passe dans votre domaine ou bien les tendances de changement qu'il y a dans votre domaine sur le court, moyen et long terme. Ce sont deux candidats différents. Je peux vous assurer, vous venez devant moi avec une autre personne, un de vous, il va me parler seulement de ses compétences et l'autre, je ne sais pas c'est qui, hein, et l'autre, il va me parler des compétences et il va me donner une idée sur comment il voit sa transition vers le court terme, le moyen terme, en incluant tous les aspects de risque qui existent. Et le risque, c'est quoi? Perte d'emploi à cause d'éléments internes dans l'entreprise, perte d'emploi à cause d'éléments externes de l'entreprise, apparition de nouvelles technologies, surtout en termes d'informatique. Je pense que les ingénieurs, ils ont oublié quelque chose. Euh, Pourquoi en fait? Parce que c'était eux en fait qui ont ramené la technologie dans nos emplois. Ils ont ramené la technologie dans plusieurs industries. Par contre, aujourd'hui, s'il y a des gens qui doivent revoir un peu ce qui se passe autour d'eux, c'est vraiment les gens qui travaillent dans la technologie, que ce soit les analystes, les développeurs, les architectes ou n'importe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes développé des bêtes, je parle on va dire des monstres technologiques qui, à un certain moment, se développent carrément sans l'intervention de ces gens-là. Et on parle bien sûr des technologies de machine learning, par exemple, juste pour donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que si vous venez chez moi pour travailler, oui, vous allez faire telle ou telle chose. Mais moi, les meilleurs postes à Montréal, en fait, ils sont toujours donnés par rapport au potentiel de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous recrute pour faire cette partie-là aujourd'hui, mais je suis aussi en train de miser sur votre potentiel par rapport à ce que vous pouvez faire par la suite. Deux personnes peuvent être excellentes à un instant T, mais celui qui va être pris, c'est celui qui comprend en fait l'avenir du métier et ce sera une personne qui ne va pas en fait me donner une sorte de casse-tête en tant que gestionnaire parce que je sais très bien qu'il se prend en fait qui prend les responsabilités par rapport à sa carrière, il va apprendre, il va creuser dans son domaine, il va essayer de comprendre c'est quoi les changements majeurs. Aujourd'hui, par exemple, si vous travaillez dans l'e-commerce, les gens, par exemple, qui sont très touchés par ça aussi, c'est les gens dans l'e-commerce. L'e-commerce, c'est un domaine qui change assez rapidement, très, très rapidement même. Un professionnel dans l'e-commerce qui a commencé ça il y a quelques années au début, qui n'a jamais fait de mise à jour de ses compétences, ben, il se retrouve aujourd'hui en dehors d'emploi le moment où il va quitter un emploi, il va fort probablement ne pas trouver un autre facilement. Pourquoi? Parce qu'il ne suivait pas l'industrie, parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait, parce que tout ce qu'il faisait, c'était juste de dire, par exemple, je vais prendre votre cas et je m'excuse par rapport à ça. Vous dites, par exemple, je travaille chez Desjardins, j'ai un emploi, alhamdoulilah, tout va bien, j'ai pas à chercher. On ne vous demande pas de chercher un emploi, mais on vous demande chaque 3-6 mois, de faire un petit arrêt, de vous dire qu'est-ce qui se passe dans mon domaine. J'ai oublié de regarder à l'extérieur. Oui, vous regardez ce que vos directeurs, votre entité d'affaires cherchent c'est-à-dire comme objectif. Vous avez des objectifs certainement à échelle individuelle et collective au sein de votre équipe, mais ce sont des objectifs de l'entreprise. Si vous gardez en fait là votre avenir au sein juste entre les mains de Desjardins ou bien les mains de n'importe quelle autre compagnie avec qui vous avez travaillé, qu'est-ce qui se passe? C'est que imaginons malheureusement telle ou telle compagnie, elle va avoir des problèmes. Donc ils vont vous demander gentiment, excusez-moi Mourad, mais votre poste n'existera plus à partir de demain. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à ce moment-là vous rêver et vous dire bon, je vais voir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Non, la recherche d'emploi et la gestion de carrière, très honnêtement pour moi, elle fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose qui inclut dans ma réflexion là où je vais. Aujourd'hui, je ne cherche pas un emploi, par exemple. Mais je peux vous assurer, même s'il y a des collègues qui peuvent entendre ça, j'ai toujours des alertes sur le marché. Pourquoi? Ça me donne une indication de ce qui est demandé. Je m'en fous de quelles sont les entreprises qui recrutent ou pas, mais juste pour m'assurer qu'il n'y a pas un très grand gap entre mes compétences et ce qui est demandé sur le marché. Le jour où je vais voir ça,
c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Donc, c'est pour ça, en fait, que je maintiens toujours des alertes par rapport aux nouvelles dans mon domaine, par rapport aux technologies dans mon domaine, même si je ne l'utilise pas dans mon emploi, juste pour m'assurer de le jour où j'aurai besoin de faire un changement à droite et à gauche, j'ai quand même une bonne idée sur ce qui se passe et je suis préparé en conséquence par rapport à ça. Merci, Dali. Je ne sais pas, Mourad, tout est clair, tout est beau. Juste faire un pouce si tout est beau, tout est clair. Fait que, voilà, là, malheureusement, on ne peut plus prendre de questions. Dali a partagé avec vous ses coordonnées. Donc, vous pouvez facilement le contacter ou même céduler des rencontres avec lui. Voyez avec lui comment faire, puis c'est lui qui va prendre la balle à ce moment-là. Donc, merci encore une fois, Dali. C'était prévu pour 1h30, c'est rendu C'est un comme dimanche, de 2 toute heures. façon, c'est pas comme si C'est on a, ça. on a de grandes responsabilités. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour toutes les conditions. Merci aux participants de rester jusqu'à la fin. Ça nous fait vraiment plaisir. Restez ou plutôt suivez nos actualités sur les différentes plateformes que je vous ai montrées tantôt. Puis, au plaisir, la semaine prochaine, il y aura un autre webinaire aussi. Nous allons annoncer ça durant la semaine. Donc, merci. Bon fin de semaine ou bon début de semaine. Donc, merci tout le monde. Allez, Bye. ciao, ciao. Merci. Allez. Au revoir.